Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, on revient sur l'affaire Bétaram, ce collège-lycée catholique près de la ville de Pau, où pendant des décennies, les violences physiques et sexuelles ont été érigées en système. François Bayrou, maire de Pau, ministre de l'Éducation, puis désormais Premier ministre, et qui a été aussi un peu le chef de c'était son fief, Pau, dit avoir tout ignoré. En réalité, depuis le milieu des années 1990, au moins, il ne pouvait pas ne pas savoir ce qui se passait dans cet établissement où il a scolarisé certains de ses enfants et où son épouse enseignait le catéchisme. François Bayrou savait et il a menti, y compris devant les députés. Vous pouvez aujourd'hui poser toutes vos questions à David Perrotin. Bonjour David. Salut Tariq. Qui est donc co-auteur des enquêtes sur le sujet pour Mediapart. Générique. Abonnez-vous. Alors, si vous nous regardez pour la première fois, abonnez-vous, c'est l'émission Twitch de Mediapart qu'on fait tous les lundis en alternance avec moi et Anna, qui est de retour la semaine prochaine, je l'annonce dès le début, avec Justine Brabant pour une émission sur l'Ukraine depuis Trump. Et donc, on est là chaque semaine pour vous raconter Mediapart par les gens qui le font, pour nous raconter un peu les coulisses des enquêtes. Je tiens à dire quand même que cette chaîne n'est pas monétisée, parce qu'on est indépendant de Twitch et de Jeff Bezos, à qui appartient Twitch. D'ailleurs, toutes les pourboires numériques, si vous nous regardez, vous le savez déjà, ils sont pas activés sur cette chaîne. Mais par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à Mediapart pour défendre le journalisme d'investigation, et vous pouvez même le faire gratuitement grâce à une offre qu'on fait pour vous sur Twitch, gratuit 1 mois pour découvrir tous les articles, notamment sur les enquêtes Bayrou Bétaram. Je vous mets le lien dans le chat et vous l'aurez sur le replay YouTube également. Comme d'hab, dans le chat, on évite les messages racistes, sexistes, LGBT-phobes, on se respecte, vous pouvez poser toutes vos questions. Os Politique n'a pas le droit de troller le chat tout le long, sinon on le banne. Et peut-être avant de faire la revue de presse, est-ce que tu peux te présenter un peu, même si beaucoup les lecteurs et lectrices de Mediapart te connaissent, mais un peu comment t'es arrivé à Mediapart, ce que tu faisais avant? Eh ben, moi, ça fait 4 ans que je suis à Mediapart. Avant, je travaillais notamment pour le média vidéo L'Oopsider. Et d'abord, j'ai fait pas mal de temps à la rubrique discrimination à Mediapart, au service société. Et depuis, on va dire septembre, j'ai rejoint le pôle enquête de Mediapart. Donc, je bosse avec... je vais pas aller lister les noms, on est 12. Trop peur d'en rater un. Je peux en oublier, je vais faire mes mécontents. Non, mais du coup, j'ai un peu basculé dans une autre rubrique et qui rejoint notamment Bétaram, parce qu'on enquête sur le pouvoir notamment. Très bien. Et ben, je commence avec ce qu'il y a eu dans Mediapart cette semaine. Donc là, le dernier article, c'est ArcelorMittal. Pollution à Fos-sur-Mer. ArcelorMittal mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Après plus de 20 ans de lutte des riverains, le géant de la sidérurgie ArcelorMittal vient d'être mis en examen selon nos informations confirmées par le parquet de Marseille pour avoir exposé la population de la région de Fos-sur-Mer à des rejets polluants illégaux. Et on salue tous les gens qui nous regardent de Fos-sur-Mer, car j'en connais. Ensuite, en pleine guerre à Gaza, Israël s'enfonce dans une crise politique et constitutionnelle. Le gouvernement israélien a voté ce dimanche 23 mars une motion de défiance contre la procureure générale du pays, faisant fi des milliers de manifestants qui tentent de protéger les contre-pouvoirs. Le limogeage du chef des services de renseignement est aussi contesté. Menaces, lynchage, règlement de compte, bienvenue chez Cyril Hanouna, hors des caméras. Je ne sais pas si vous avez vu cette enquête de Younes Abzouz et un certain David Perrotin. On pourra en parler un petit peu, mais c'est pas le sujet de ce soir, puisque, je l'annonce dès à présent, il y a une grande émission à l'air libre demain sur le sujet. Donc vous pourrez rentrer dans les détails demain, mais je lis quand même le chapeau. La future recrue de M6 déploie dans son émission une violence inouïe, humiliant ses chroniqueurs et menaçant des personnalités. Mediapart relève
révèle ses méthodes et celles de son entourage hors antenne. Mathieu Delormeau menacé, le manager de Malik Bentala tabassé dans les loges. Chaque fois, l'ordre est donné de tout étouffer. Cet article est sorti avec un autre article sur comment sont payés les. Tu veux en parler rapidement? Non, le coût de cette émission des chroniqueurs et le prix de l'humiliation pour les chroniqueurs. Et toi, tu n'es pas payé pour être abonnez-vous en plus de ton salaire à Mediapart. On ne paye pas nos invités ici. Et ça a été, on peut le dire quand même, Cyril Hanouna a démenti les menaces sur Mathieu Delormeau et du coup, comme d'habitude, Mediapart avait protégé ses arrières et donc on a diffusé l'enregistrement. Ensuite, le gouvernement se déchire sur le voile des sportives. Un article de Ilyes Ramdani. L'interdiction du port du voile islamique dans les compétitions sportives fait l'objet de vives polémiques au sein de l'exécutif, pressé par les tenants d'une ligne dure dont Gérald Darmanin qui a menacé de démissionner. François Bayrou a fini par se ranger à leur position. Et face au moment fascisant, un sursaut citoyen déferle dans les rues contre le racisme. C'est donc le reportage dans la manifestation parisienne, donc à Paris et dans des centaines de villes en France. Des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel de la marche des solidarités à défiler, mais ils ont défilé contre le racisme et le fascisme. Un article de Mathieu Dejean et Marie Turcan. Sarkozy-Kadhafi, on rentre dans la dernière semaine. Sarkozy-Kadhafi, quelques leçons du procès avant les réquisitions du parquet et les plaidoiries. Alors que le procès des financements libyens entre lundi 24 mars dans sa dernière phase, Mediapart fait le point sur les enseignements des 2 mois et demi de débats intenses qui ont révélé de nombreuses failles dans la défense de Nicolas Sarkozy et de ses co-prévenus. Ça a été aussi accompagné par, comme vous l'avez peut-être déjà vu, des vidéos de Karl Lasquet et Fabrice Arfi, justement sur le sujet. Ensuite, les Algériens face à la crise avec la France. Retailleau veut couper les ponts avec l'Algérie, alors pourquoi pas nous? Un article de Nejma Brahim. Face à ce qu'ils perçoivent comme une agression, voire un acharnement, de nombreux Algériens estiment qu'il faut tourner le dos à l'ancienne puissance coloniale. Seuls celles et ceux ayant des enfants en France se disent inquiets et déplorent cette nouvelle crise algéro-française. Ensuite, l'article de Khadija Zerwali sur Ramdan Touhami, star du luxe et patron brutal à plein temps, management brutal, insultes, mise en danger, mais aussi mélange entre les sphères et les dépenses personnelles et professionnelles. L'un des directeurs artistiques et designers français les plus en vue du moment fait vivre un enfer à ses salariés auprès de Mediapart. Il assume à demi-mot. Ensuite, un alerte libre, que veut Vladimir Poutine, que je conseille pour un peu comprendre. Le président russe veut-il vraiment la paix en Ukraine et de quelle paix pourrait-il s'agir? La Russie est-elle un pays impérialiste qui menace l'Europe? Réponse dans alerte libre avec les chercheurs Maxime Audinet et Marlène Laruelle. J'ai regardé et on y comprend mieux après. Et ensuite, en France, un article de Mathieu Dejean, en France, les gauches antimilitaristes changent leur fusil d'épaule. C'est aussi sur l'Ukraine. Si les partis de gauche radicales cherchent un chemin pour stopper la marche à la guerre, les traditions antimilitaristes et pacifistes sont largement éclipsées par l'actualité internationale, en partie sidérée, parfois inaudible. Ces formations se recomposent à bas bruit. Je pense que on en parlera la semaine prochaine avec Anna et Justine Brabant dans l'émission Twitch. Et enfin, retraite, Bayrou se tire un nom dans le pied en répondant par la négative à une question sur la possibilité de revenir à l'âge légal de départ à 62 ans. Le Premier ministre a tendu d'un coup les discussions entre les partenaires sociaux. Il prend le risque de voir capoter tout le processus. La CFDT est mise au pied du mur. Ah oui, enfin, c'était aujourd'hui le début du procès pour les agressions sexuelles de Gérard Depardieu. L'acteur de 76 ans doit être jugé les 24 et 25 mars, donc c'est aujourd'hui et demain, pour des agressions sexuelles sur 2 femmes qu'il conteste. Depuis 1 an, les tensions se multiplient, les parties civiles se sentent sous pression. L'une des plaignantes a même déposé une main courante cette semaine. Je vous invite à lire tout ça dans Mediapart. Hop là, je me suis trompé. Voilà. Est-ce que peut-être pour se lancer dans le sujet, tu peux nous raconter un peu ce que c'est que cette affaire Betaram dans les grosses lignes
et on aura de toute façon 2 heures pour en parler. Betaram, d'abord, ça commence par des révélations de la presse locale, régionale et du monde notamment sur le système de violence qui pouvait exister dans ce pensionnat catholique qui est situé près de Pau et qui en gros brassait un petit peu tous les enfants des notables du coin, de la bourgeoisie, mais pas seulement, parce qu'en fait il y avait des externes qui étaient souvent donc les enfants notables et le pensionnat, la partie des internes qui étaient souvent des enfants de familles plus pauvres, plus rurales. Et donc ce qu'on a découvert à la faveur de toutes ces enquêtes, c'est à la fois on va dire de très importante violence physique sur les enfants qui était systémique, c'est-à-dire que en gros par exemple, je donne quelques exemples parce que c'est vraiment il y a des trucs insoutenables, etc., mais ils n'avaient pas le droit de parler ou de rigoler dans le dortoir entre eux, donc sinon c'était des punitions. Les punitions, c'était des coups, soit d'élèves surveillants, c'est-à-dire d'élèves en terminale qui pouvaient être surveillants et qui pouvaient frapper les camarades moins âgés. Sinon, c'était des punitions sur le perron, donc on les faisait sortir à moitié nus dans le froid, les faisant attendre 1 heure, 2 heures. Certains, c'est plus de 10 heures, 11 heures sur le perron. Donc il y avait des tas de sévices physiques qui étaient admises par tout l'établissement. Et on pourra le détailler, mais qui était connu de tous en fait, des parents, de certains parents, des institutions de la mairie, des responsables locaux et des responsables de l'Église. Et puis, ce qu'on a découvert aussi, c'est tout un volet de sévices sexuels, de violences sexuelles, c'est-à-dire que vous aviez des prêtres, des directeurs de l'établissement qui pouvaient aller violer des enfants dans le dortoir, commettre plusieurs agressions sexuelles. Et la particularité de l'affaire Betaram, c'est que ça montre à quel point c'est systémique, à quel point c'est un des scandales les pédocriminels et de violence sur nos enfants, l'un des plus importants qu'on connaisse en France, et toute une inertie et une omerta qui a été favorisée pendant des années et des années. Il y a Terence nous demande donc comment cette enquête Betaram s'est enclenchée, une rencontre, les articles publiés dans la République des Pyrénées ou encore Le Monde en 2024. Il y a justement dans la lettre enquête, donc la newsletter, comme il y a à Mediapart des newsletters de différents services, la lettre écologie, la lettre féministe, bientôt la lettre antiraciste, j'en parlerai un peu plus tard. Et donc il y a la newsletter du pôle enquête qui justement revient un peu sur ça. Peut-être je vais en lire quelques extraits. Je sais pas si je vais tout lire. Ouais, dis-moi. Parce que je pense qu'il y a juste avant que tu lises, ouais. Il y a 2 étapes en fait de connaissance de ce sujet. Il y a pardon. Il y a la révélation de Mediapart et la lettre enquête aborde le point de départ. Mais avant ça, en fait, c'est né d'Alain Esquer, qui est un ancien de Betaram, qui a en fait au départ il va sur Facebook et il crée une page. Si tu viens de Betaram et que tu as connu, alors j'ai pas le titre en tête, mais aussi des difficultés témoignent. Et en fait ça part de ça, c'est-à-dire que ça part d'un post Facebook où des anciens de Betaram commencent à lister un petit peu au début les difficultés qu'ils ont pu vivre et puis après les atrocités qu'ils ont pu vivre. Et à ce moment-là, Alain Esquer se dit c'est dingue en fait. Je suis pas le seul à avoir vécu des sévices, etc. Et progressivement, vu l'ampleur des témoignages, il a commencé à les collecter et à les verser. Donc ça, c'est en novembre 2023. Enfin, en octobre, il crée le compte. En novembre, il commence à alerter les médias. Et en février, il verse tous les éléments à la justice qui ouvre une première information judiciaire, une enquête. Donc ça part de ça en fait, ça part et c'est intéressant et c'est important dans cette démarche, c'est que on se rend compte aujourd'hui, mais on pourra en parler, qu'il y a plein de collectifs qui se créent de cette manière et en fait la charge de dénoncer ces faits et de faire bouger les autorités, les institutions, elle dépend vraiment, véritablement des victimes qui se créent en collectif et qui font ce travail de récolter tous ces témoignages. Mais d'ailleurs, on y reviendra, mais même déjà dans les années 90, il y avait déjà des alertes.
qui sont pas les mêmes. Mais tu disais, je crois, dans le à l'air libre, qu'en fait, là, la question, c'est pas une question de libération de la parole, Exactement. mais tu veux revenir En un peu fait, là-dessus? et on pourra le détailler, mais en fait, c'est ça. En fait, évidemment que la notion de libération de la parole, elle existe et qu'il y a un tas de victimes qui parlent pour la première fois. Mais moi, j'ai du mal avec cette notion parce que j'ai l'impression qu'elle sert surtout à ceux qui auraient pu agir à se défausser. Parce que, en tout cas, sur l'affaire Betaram, et ça, pour le coup, on l'a documenté, les gamins victimes de violences, qu'elles soient sexuelles ou physiques, les institutions, les profs, certains parents ont alerté depuis 30 ans. Et quand je dis depuis 30 ans, c'est pas, il n'y a pas eu des alertes sporadiques il y a 30 ans. C'est qu'en fait, il y a eu des tas d'alertes, et on pourra y revenir, depuis 30 ans, dans le temps, presque tous les ans, avec des signalements et des plaintes qui ont été enterrées, des politiques qui n'ont pas réagi. On pourra parler de François Bayrou, alors qu'ils étaient directement, pas vaguement informés de problèmes éventuels, non, de violences physiques et sexuelles très graves sur les enfants. Donc en fait, quand on parle de libération de la parole, là pour le coup, c'est plutôt libération de même pas de l'écoute, mais en fait c'est ceux qui étaient alertés, qui n'ont rien fait, qui ont entretenu cette omerta pendant 30 ans. Alors, comme promis, je vous lis donc coulisses, Bayrou, Betaram, des faits anciens, une interrogation nouvelle et des mensonges en série. Le 2 février 2024, dans la foulée des révélations de Mediapart sur le lycée Stanislas et la ministre Amélie Oudéa-Castéra, Antoine Rouget écrit un mail à une demi-douzaine de membres de la rédaction. Je viens de lire dans Sud-Ouest qu'une enquête préliminaire est ouverte au sujet de Betaram, un établissement catho dans le Béarn. Depuis de nombreuses années, Antoine Rouget multiplie les enquêtes sur des personnalités politiques de premier plan. Il est particulièrement calé sur l'actualité du sud-ouest de la France. Il a grandi dans la région et a fait ses débuts à l'AFP et gardé de forts liens avec le Pays Basque et lit quotidiennement la presse locale. Il poursuit ainsi sa missive. Pour vous situer un peu, Betaram, tout le monde connaît dans la région. Quand j'étais gamin, ça revenait tout le temps, comme si c'était l'enfer, en mode menace dans les familles. Si tu fais des conneries, je t'envoie à Betaram. Dans les années 1990, il y a déjà eu des dénonciations de violences au sein de l'établissement, pile au moment où un certain François Bayrou était ministre de l'Éduc. François Bayrou avait la particularité d'avoir mis son fils, Calixte Bayrou, à Betaram. Or, d'après plusieurs témoins, j'ai pas les docs, Bayrou a été alerté par écrit par plusieurs parents sur ce qu'il se passait et n'a jamais bougé d'un petit doigt. Il conclut ainsi: vous me dites, mais je trouve que ça vaut la peine de s'y mettre à plusieurs. Lors des vacances suivantes, il prend attache avec la personne qui a monté le collectif de victimes à Biarritz, un homme qui a porté plainte en 2000 pour des viols subis entre 15 et 17 ans. Le témoignage est terrible, les conséquences des actes désastreuses. Le journaliste se dit qu'il faut enquêter sur le système de violence qui a été à l'œuvre, sur le nombre de victimes, leur profil, mais ce n'est pas vraiment dans ma fiche de poste, dit-il. Et puis, pour avoir travaillé par le passé sur la pédocriminalité dans l'Église au moment de l'affaire Barbarin, je sais à quel point tout cela est chronophage. Ça ne peut pas être ma priorité. Ça l'est d'autant moins que les médias locaux, Sud-Ouest, la République des Pyrénées, France 3 Régions, France Bleu, etc. font déjà très bien le travail, enquêtent et racontent. Quand François Bayrou est nommé Premier ministre par Emmanuel Macron, Antoine Rouget continue cependant de s'interroger sur un point. Comment se fait-il que depuis les nouvelles plaintes de 2023 et la réouverture de l'enquête, il ne parle jamais de cette histoire? Pourquoi l'élu le plus important des Pyrénées-Atlantiques n'a-t-il par exemple jamais rencontré le collectif des victimes? Dans les articles de la presse régionale, François Bayrou apparaît seulement en filigrane. Son nom est mentionné en raison de son fils qui a étudié, sa femme qui a enseigné, mais il n'y a jamais d'angle ou de titre sur lui. Il ne s'est jamais vraiment exprimé, sauf pour se justifier d'une rencontre avec un juge qui a été en charge de l'affaire à la fin des années 1990. François Bayrou fait partie du décor, mais c'est comme s'il n'était pas acteur de l'histoire, alors qu'il est central. Il faut mesurer ce qu'est le Béarn pour François Bayrou, témoigne Antoine Rouget. Ce n'est pas seulement sa terre d'origine, c'est son fief. Il dispose de tous les réseaux, de toutes les informations en temps réel. Il a des gens à lui partout. Comment expliquer qu'il réagisse publiquement, par exemple, à l'affaire Pellico, mais que là, il se taise?
Au sein du pôle enquête, on se dit qu'il faut tenter de percer ce mystère. David Perrotin s'associe à Antoine Rouget pour revisiter toute l'histoire et faire rapidement le même constat. Son inaction et sa passivité sont flagrantes, mais elles ne sont pas interrogées, comme si son comportement était sans incidence. Comme parent d'élève, comme élu, comme ministre de l'Éducation nationale, l'homme le plus puissant de la région aurait pu peut-être changer le cours des choses, diligenter des enquêtes, des inspections, couper les vivres de l'établissement, faire pression pour un changement de direction. Il a laissé faire, n'a donné aucun signal d'alerte aux familles de la région qui ont continué d'inscrire leurs enfants dans cet établissement. Alors que dans la plainte, il est encore fait état de sévices en 2010, qu'un surveillant violent est maintenu en poste jusqu'en 2024. On ne parle pas de 1950, commente David Perrotin. À quel moment doit-on parler de complicité, s'interroge Antoine Rouget. Les deux journalistes plongent dans les archives, retrouvent des bouts de phrases par-ci, un droit de réponse par-là, un billet de blog en 2009, un reportage en 1996, dans lequel il apparaît sur place après un scandale. Même avec le peu qu'il y a, il se contredit, remarque très vite David Perrotin. En 2023, il a dû s'exprimer sur sa rencontre avec le juge de 1998. Mais à quelques semaines d'écart, il a démenti, puis assuré qu'il ne l'avait pas rencontré pour ça, enfin qu'il n'avait pas interféré dans l'enquête judiciaire. On s'y perd. Les deux journalistes rassemblent toutes les pièces du puzzle éparpillées et rappellent tous les protagonistes, leur font confirmer des faits, leur demandent des documents, essaient d'en savoir plus. On a mis en cohérence des bouts de récits isolés, explique Antoine Rouget. Cette histoire permet en réalité de désacraliser ce qu'est l'enquête ou l'investigation. Les gens s'imaginent toujours des rendez-vous ultra confidentiels avec des sources très haut placées dans des lieux improbables pour se faire remettre des documents top secrets. Tant pis pour la légende, la vérité force à dire que cette fois, les deux journalistes ont surtout eu du nez et de la patience. Au bout de quelques jours, David Perrotin lève la tête de son écran et balance mi-hagard, mi-incrédule. Il faut que tu me fasses le mi-hagard, mi-incrédule en direct. Quand on met tout bout à bout, c'est flou. C'est fou. Je vais m'en sortir. Fou, mais sûrement pas aussi fou que la réaction de François Bayrou à notre premier article. Interrogé à l'Assemblée nationale, le Premier ministre va nier être au courant de quoi que ce soit, prétendre ne jamais avoir été informé du moindre soupçon, de la moindre affirmation, annonce même une plainte en diffamation. Le Premier ministre nous fait tout à la fois une Cahuzac et une Oudéa Castéra. Avant leur premier article, les deux journalistes lui ont pourtant tout envoyé, les articles, ses réactions. Ils ont attendu une semaine afin qu'il puisse répondre. Silence. S'il avait simplement apporté son soutien aux victimes et demandé qu'on regarde l'histoire en face, il aurait déjà considérablement amoindri la portée du sujet. Mais là, il dément tout. Il dit qu'il n'était pas au courant de choses qu'il a déjà commentées par le passé. C'est du jamais vu. Dans ces conditions, la façon dont les journalistes d'autres rédactions rapporte ses réponses stupéfait David Perrotin. Ils écrivent que François Bayrou dément avoir été informé, mais il ne dément pas, il ment. Toutes les preuves sont là, incontestables. Ça n'a pas plus de sens que si des journalistes écrivaient que François Bayrou dément avoir été ministre de l'Éducation nationale ou que François Bayrou dément être François Bayrou. La stratégie du Premier ministre est illisible, il s'est enfermé. Et on est sûrement réduit à prier pour qu'un fait d'actualité déporte l'attention sur un autre sujet. Ce qui a été un peu le cas, non ? Ce qui a été un peu le cas. Ça a été un peu le cas, notamment avec les allocutions de Macron sur la guerre et tout ça. Ouais. Du coup, après cette longue lecture fastidieuse, je m'en excuse. Juste déjà peut-être revenir maintenant sur les réactions. Je sais pas, on a quelques extraits, mais il y a déjà le mensonge de Bayrou à l'Assemblée. On le remet juste pour le plaisir. Ouais. Évidemment, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Et j'ai deux preuves pour cela. La première de ces preuves, c'est que
Lorsque la première plainte est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale depuis des mois. Et puis il y a une autre preuve, peut-être autour de laquelle nous pourrions nous faire crédit. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Je peux vous assurer que tout est Que tout est faux, ça a été coupé avant. Et ça va avec une question, là, il dit à la fin, j'aurais pas mis mes enfants dans cette école, et on nous dit, si Bitaram est réputé pour sa violence physique sur les élèves, que doit-on penser des parents qui mettent leurs enfants dans cet établissement? Comment tu réagis, toi, à cette preuve de Bayrou? Alors je la distinguerais, c'est-à-dire qu'en gros, d'abord il y a la question, parce que c'est vrai que ça revient souvent sur la responsabilité des parents qui ont envoyé leurs enfants à Betaram, dont beaucoup, ce que je disais, personne ne pouvait vraiment ignorer la violence. Je pense en tout cas moi je suis assez prudent sur l'idée d'accuser les parents. Je pense qu'il y en a qui le faisaient en connaissance de cause, qui ont une conception de la violence et de l'éducation qui, aujourd'hui en 2025, serait tout à fait problématique. Après, par exemple, pour avoir rencontré le père d'une des premières victimes qui a eu le tympan perforé, moi j'ai pu, au début, avec Antoine, on se posait la question de, c'est étonnant, son enfant a eu le tympan perforé, il est quand même resté 1 an dans l'établissement malgré cette première punition, et en fait son père a porté plainte qu'à la deuxième punition, celle du perron, quand il a été envoyé à moitié nu alors qu'il faisait 0 degré, qu'il a fait une hypothermie. On pourrait se dire comme ça, c'est vraiment un père sadique qui était complice. Quand on l'a rencontré, on a vraiment compris déjà une certaine mentalité, c'est-à-dire que lui nous disait qu'il avait fait l'armée, qu'il voulait donner toutes les chances à son gamin, qu'il s'est dit que en fait tous les notables, tous les gens disaient qu'il fallait pour avoir de bonnes notes, réussir dans la vie, il fallait envoyer ses enfants à Betaram. Donc du coup, lui qui avait pas forcément beaucoup d'argent, réunissait cette somme pour son fils. Et qu'il avait la première punition, il a cru un peu le monde enseignant en se disant que son fils était compliqué à gérer et que c'était vraiment une maladresse, une erreur. Bref, moi j'y ai absolument pas vu une forme de... Alors peut-être qu'on peut s'interroger sur la lucidité des parents, etc. Mais en tout cas, il y avait un milieu social et il y avait tout un tas de choses qui pouvaient expliquer que ce père d'élève ait cru et eu confiance à l'institution qui était légitimée et complimentée par tous à l'époque. Sur François Bayrou, là, quand il pose la question de savoir l'argument d'autorité de dire mais est-ce que vous pensez que j'aurais mis mes enfants si j'avais été au courant de la moindre alerte? En fait, alors moi, on peut répondre que oui aujourd'hui, on peut répondre qu'il savait et qu'il a laissé ses enfants. Après, là où c'était peut-être moins, alors je parle avec toute la prudence parce qu'on n'a pas pu interroger ses enfants et on ne sait pas si ces enfants ont pu être victimes de violences quelles qu'elles soient à Betaram. Mais en tout cas, ce que je disais en préambule, c'est que quand on était fils de notable à Betaram, quand on était en plus fils de personnalité, qu'on rentrait tous les soirs chez soi, la masse de témoignages aujourd'hui montre qu'on était moins exposés à ces violences et que du coup ceux qu'on frappait ou ceux qu'on violait, pour le dire, c'était davantage dans le dortoir sur les pensionnaires, même si personne n'était véritablement épargné par la violence. Mais il est tout à fait possible qu'un parent se dise la violence c'est pour les cas difficiles de Betaram, c'est pas mes enfants, je la sais, j'en suis informé et je ne réagis pas. Ouais, et il y avait aussi un peu ce que disait il y a 2 semaines Lénaïque Bredou, qui était à ta place, sur la mécanique de l'omerta, de dire mais comme dans toutes les affaires de pédocriminalité dans les familles, etc. On sait mais on cache, quoi, et que c'est aussi, ça fait partie de la mécanisme du mécanisme du silence. Exactement, et je rebondirais sur une phrase que François Bayrou a tenue sur le parvis de la mairie de Pau quand il a dû s'expliquer et qu'il a reçu les victimes, c'était 10 jours après nos révélations. Il a eu cette phrase qui a passé un peu inaperçue, mais qui, je trouve, est véritablement choquante. On lui a posé la question de savoir si ses enfants avaient pu lui confier des problématiques de violence au sein de l'établissement. Il avait dit: si mes enfants avaient été victimes de violence, je l'aurais su parce qu'ils m'en auraient parlé.
Et ça, déjà c'est dingue de méconnaissance des sujets de pédocriminalité, notamment d'inceste, parce qu'on sait à quel point la mécanique du silence, c'est aussi le déni parfois et souvent de parents qui savent mais qui ne réagissent pas parce qu'ils peuvent se dire que la structure familiale va être totalement balayée, que les enjeux, les conséquences seront très graves. Et ça, c'est une mécanique du silence qui est démontée aujourd'hui, qui est racontée par les victimes d'inceste notamment et de pédocriminalité. Mais c'est aussi nier totalement le fait que un enfant victime de violence pédocriminelle va avoir beaucoup plus l'injonction de se taire parce qu'on va pas le croire, parce que la société ne le croit pas, parce que l'Église catholique, en tout cas l'enseignement catholique mis en cause, peut avoir mis en place tout un système pour taire la parole, et que cet enfant-là n'a pas une facilité, parce qu'il serait le fils de François Bayrou, à parler. Et ça, cette mécanique du silence, on la retrouve dans tous les dossiers pédocriminels. Donc un Premier ministre qui se dit attaché à ces questions-là, qui est questionné sur ce qu'il savait ou pas sur Betaram, et qui a des grandes envolées sur la prescription, sur les victimes, la possibilité de parler, puisse répondre ça, c'est vraiment ne rien connaître du sujet. Merci. Il y a une question sur la commission d'enquête parlementaire. Où en est la commission d'enquête parlementaire? La convocation de Bayrou, c'est quand? Et merci pour votre travail. Merci. Alors la commission d'enquête, elle a commencé depuis à peu près une semaine, depuis le 20 mars parlementaire. Donc en gros, c'est pour pas dire de bêtises, c'est jusqu'en juin qu'elle a lieu. C'est quelques auditions par semaine. Donc l'idée, c'est pas que sur Betaram, mais l'idée c'est de comprendre. En fait, je pense qu'à in fine, ils vont se servir de l'histoire de Betaram pour montrer ce que ça dit. Des défaillances sur la question des violences sur les enfants dans les établissements scolaires en France. Là, il y a eu une très forte audition des victimes, des représentants de collectifs de victimes de Betaram, mais aussi d'autres établissements scolaires, qui a eu lieu la semaine dernière. Et elle se poursuit, cette commission, puisque demain, il y a d'autres auditions. Mercredi, avec Antoine, on est entendu l'après-midi. Et après, on va rentrer un peu dans le dur du sujet Betaram, parce que il y aura l'enseignante Françoise Gulung, mais qu'on va aborder après, je pense, qui passera juste après nous. Et la semaine suivante, il y aura le gendarme, le juge, qui disent qu'ils avaient alerté François Bayrou. Et pour répondre enfin à la question, François Bayrou, normalement, mais ça dépend un peu du calendrier, il sera auditionné fin mai, début juin. Non, je dis une bêtise, fin avril, début mai. Ok. Et tout ça, c'est donc. Et tout ça, c'est public, okay. Et c'est sur LCP, je crois, généralement, ou sur le site de LCP. Et du coup, ça, c'est à l'origine de l'opposition, du coup, c'est ça? C'est Paul Vannier, parce que du coup, là, le moment qu'on a vu avec Bayrou, il répond à Paul Vannier. Ouais. Et pourquoi Paul Vannier, il pose cette question à ce moment-là? Est-ce qu'on avait déjà publié? Comment ça, c'est quoi la chronologie du début de... En fait, la chronologie, c'est que nous, en gros, donc il y avait déjà des enquêtes sur Betaram avant. Nous, on révèle le 5 février le mensonge de François Bayrou. Et le 11 février, à l'Assemblée nationale, aux questions au gouvernement à l'Assemblée, Paul Vannier, le député LFI, pose une question pour savoir ce que savait ou pas François Bayrou. Et c'est à ce moment-là que François Bayrou ment devant la représentation nationale. Il reproduira le même mensonge le lendemain. Et donc, c'est à ce moment-là que il y a un coup de projecteur sur à la fois Betaram, à la fois le mensonge de François Bayrou. Et face aux dénégations de François Bayrou, qui auront duré toute la semaine, parce que il n'a pas menti qu'une fois, et que peut-être qu'au début on aurait pu parler d'une simple erreur de souvenir, de mémoire, etc. À partir du moment où, malgré tous les éléments matériels, notamment révélés par Mediapart, mais par d'autres ensuite, il continue à mentir à l'Assemblée nationale 2 fois, dans un article du Monde, devant des caméras, sur le parvis de la mairie de Pau, toute la semaine, on peut parler de mensonge. Et donc c'est à ce moment-là, face aux révélations sur Betaram et sur d'autres établissements, que Paul Vannier propose l'installation d'une commission d'enquête qui doit être votée par plusieurs forces politiques. Et ce qui est intéressant dans le vote de cette commission, pour savoir si on allait lui donner une existence ou pas, c'est que il y avait un
parti politique qui était contre au début, c'était le Rassemblement national. Et c'est intéressant parce que quand on regarde le moment du vote, le Rassemblement national fait toute une sortie sur incompréhensible sur l'islamisme, enfin compréhensible quand on connaît leur politique et leur ligne idéologique, mais sur l'islamisation, le danger de l'islam dans les établissements scolaires, etc. Ils disent qu'ils vont voter contre cette commission et on pense, parce qu'après la personne en question, j'ai oublié le nom du député, regarde son téléphone portable et on pense qu'il a dû avoir un texto de son parti qui lui a dit non mais en fait là on peut pas être le seul parti politique à refuser une commission d'enquête sur les violences sur les enfants dans l'établissement scolaire. Et donc en fait quand il y a le moment du vote, c'est unanime, tous les députés disent il faut cette commission et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est transpartisane avec les deux rapporteurs qui sont un député LFI Paul Vanier et Violette Spilbou Renaissance. Voilà. Oui, parce que du coup, ça pose aussi la question des écoles confessionnelles. Il y avait eu la question d'Averroès, etc. Et qu'on voit que on parle pas de la même façon quand il s'agit des écoles catholiques que quand il s'agit des écoles on n'en parle pas de la même musulmanes. façon, on ne les contrôle pas de la même manière puisque les établissements musulmans sont extrêmement contrôlés et par exemple la question du contrat d'association elle est posée puisque par exemple à Averroès on leur a supprimé le contrat d'association. Faut savoir que sur Betaram, faut savoir que sur Stanislas par exemple sur lequel on avait beaucoup écrit ou sur d'autres établissements, les dirigeants politiques ne posent jamais la question de savoir si on va supprimer ou pas un contrat d'association, alors que sans vouloir hiérarchiser, en tout cas pour avoir enquêté sur Averroès, les faits soit étaient mensongers, soit étaient minimes par rapport aux révélations qu'on a pu faire sur Stanislas ou sur Betaram. Et pour autant, on est beaucoup plus sévère et beaucoup plus contrôlant sur certains et beaucoup plus laxi sur d'autres. Là, on me demandait dans le chat la date de la lettre enquête, c'était celle du 15 février, et je l'ai remise dans le chat. Comme ça, vous pourrez la relire mieux que moi. Et qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce que c'est dans la commission d'enquête que Elisabeth Borne avait pris la parole, ou c'était dans un autre cadre ? Et quid de justement la ministre de l'Éducation ? La ministre de l'Éducation, alors non, c'est pas dans la commission d'enquête, c'est en fait au début, donc quand il y a les révélations et qu'il y a le mensonge de François Bayrou le 11 février à l'Assemblée. Évidemment que le lendemain, on a envie de savoir ce que pense la ministre de l'Éducation, qui quand même a été aussi première ministre. Et donc elle est interrogée dans une commission qui était pas sur ce sujet, sur Betaram, mais je sais pas si tu as la vidéo peut-être. Bon, allez. Tchac. Évidemment, je n'ai jamais... Il y a Bayrou qui s'est lancé en même temps. Ceux qui m'interrogent sur la situation de l'établissement Betaram, je ne suis pas ministre de la Justice, et quand bien même je serais ministre de la Justice, je n'aurais pas à me prononcer sur une affaire qui fait l'objet d'une procédure judiciaire. Donc je ne me prononcerai pas sur ce sujet. Et ça, du coup, moi, la vidéo, pareil, elle est un peu passée, elle a un peu passé inaperçue, mais je trouve, sidérante. Pourquoi ? Parce que quand la ministre de l'Éducation est interrogée, elle est interrogée donc évidemment plusieurs jours après les révélations de Mediapart, mais elle est interrogée près d'un an après les révélations sur Betaram. C'est-à-dire que normalement, une ancienne première ministre et une ministre de l'Éducation, elle sait exactement ce qui se passe, ce qui se passe à Betaram, ou en tout cas ce qui s'est passé à Betaram. Et là, au lieu de parler en tant que ministre de l'Éducation et de dire en fait c'est un vrai sujet Betaram, il y a peut-être 30 ans de dysfonctionnement qu'on doit questionner, etc. Elle choisit de se défausser en disant elle n'a pas à s'exprimer en tant que ministre de l'Éducation puisque elle aurait peut-être à le faire. Elle n'est pas ministre de la Justice, grosso modo, c'est pas mon affaire, quoi. Il faut imaginer en fait, c'est-à-dire que elle est en train de dire, alors qu'il y a des collectifs de victimes qui se sont débrouillés tout seuls pour porter tout seuls les témoignages auprès de la justice, il y a un article de plusieurs enquêtes de Mediapart et d'autres qui montrent qu'il y a 30 ans de défaillance institutionnelle, qu'il y a des mensonges d'un Premier ministre, qu'il y a des victimes qu'on a totalement ignorées, et elle dit c'est pas mon affaire. Et en fait, sa passivité, son inertie, elle a duré, puisque là, on est le 12 février à l'Assemblée, donc malgré toute la polémique, parce qu'à ce moment-là, on est dans le cœur du réacteur, elle dit ça. Le lendemain, Paul Vanier, on l'interroge, nous, pour savoir si elle compte contrôler quand même cet établissement Betaram qui est sous le feu des accusations depuis plus d'un an. On interroge le ministère de l'Éducation, ils nous répondent que non. Et c'est encore une fois le député Paul Vanier qui lui envoie une lettre en exigeant
qu'il y ait une inspection générale qui soit déclenchée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, une inspection générale, c'est quand le ministère déploie des inspecteurs pour contrôler l'établissement, mais c'est la plus haute inspection parce qu'ils ont tous les pouvoirs, d'une inspection. C'est-à-dire qu'ils peuvent à la fois savoir comprendre ce qui s'est passé il y a 30 ans, vérifier les archives, comprendre les dysfonctionnements justement pour que ça serve de leçon pour ne plus reproduire tout ça. Et pour voir si il y a des mises en cause actuelles. Et elle répond qu'elle va lancer une enquête, une inspection, mais elle refuse de lancer la plus haute inspection, l'inspection générale. Elle lance une inspection académique et elle l'annonce à l'avance, un mois à l'avance. Justement, il y a une question. Est-ce vrai que des pans entiers des archives de Betaram sont manquantes, notamment des dossiers administratifs et de correspondance? Oui, c'est parfaitement vrai. Alors, ce qu'on constate, mais on aura une visibilité plus précise une fois que la commission d'enquête sera totalement terminée, c'est qu'il manque tout un tas de choses. Alors après, la difficulté, c'est que est-ce que ils ont eu le temps de vider les cartons et de cacher des choses, ou est-ce qu'ils les avaient détruits avant parce qu'ils n'avaient pas l'obligation de conserver toutes ces archives, parce qu'il faut savoir que parfois il y a des archives qu'on doit détruire au bout de 10 ans, ou qu'en tout cas on doit garder que dans un délai de 10 ans. Ça, on pourra pas le savoir, donc on peut pas accuser forcément. Mais ce qui est certain, c'est qu'il manque beaucoup de choses, et ce qui est certain, c'est que le déroulement prévu par la ministre n'a pas favorisé la transparence, puisque quand on prévient un établissement qu'on va les contrôler un mois avant, ce qui par ailleurs n'est pas toujours le cas pour les établissements privés contrôlés et au hasard les établissements musulmans, du coup on a le temps de se préparer, on a le temps et de fait il y a quelque chose qui est incompréhensible encore aujourd'hui, c'est que vu l'ampleur de ce scandale, vu que c'est un des scandales pédocriminels les plus importants en France, pardon, ne pas diligenter une inspection générale, ça paraît sincèrement totalement aberrant. Et aujourd'hui, la ministre Borne refuse toujours de diligenter cette inspection, ce qui pose question. Là, on nous demande comment le père Carica a-t-il réussi à fuir à Rome alors qu'il était sous contrôle judiciaire. Peut-être tu peux. Ouais, je vais réexpliquer parce que. Qui c'est et. Donc dans l'affaire Betaram, il y a deux moments importants. Il y a 96 sur les violences physiques, on a beaucoup raconté à Mediapart, et il y a 98. Donc là, François Bayrou n'est plus ministre de l'Éducation, mais il est président du Conseil général, donc en charge de la protection de l'enfance. Et on a, pour faire court, on a un ancien élève de Betaram qui accuse le père Carica, donc l'ancien directeur de Betaram, de l'avoir violé à 2 reprises. Il fait ses déclarations auprès d'un juge qui estime que les faits sont, pour le citer puisqu'on l'a interrogé, sont patents et établis, et qui met en examen le père Carica et le place en détention. Tellement il estime que les faits sont suffisamment graves et concordants pour le placer en détention. Sauf que, à ce moment-là de la détention, François Bayrou va rencontrer le juge, ce qui est a priori totalement fou, puisque le juge, quand c'est le juge d'instruction, donc en gros, il est soumis au secret de l'instruction. C'est un dossier judiciaire. François Bayrou, c'est un responsable politique. Même s'il le connaît avec son voisin, il n'a pas à discuter d'un dossier judiciaire. Le juge témoigne en disant qu'il l'a rencontré pour le questionner, qu'il ne croyait pas à la culpabilité du père Carica. Et 13 jours après, à la surprise générale, et quand je dis la surprise générale, j'exagère pas, puisque c'est le gendarme enquêteur de l'époque, le juge de l'époque et des articles de presse de l'époque qui montrent que tout le monde était surpris de cette libération. Le père Carica est remis en liberté, et il n'est pas que remis en liberté. Son contrôle judiciaire, qui normalement dans ces situations-là, on interdit de changer de pays, est aménagé pour qu'il puisse être exfiltré à Rome. C'est-à-dire qu'en gros, il va au Vatican, auprès du Vatican, alors qu'il est mis en examen dans le cadre d'une affaire de viol. Et donc, c'est comme ça qu'il peut fuir à l'étranger. Et 2 ans après, l'enquête se poursuit. Et il y a un deuxième témoignage d'un ancien élève qui l'accuse lui aussi de viol. Encore une fois, le juge estime que les faits semblent graves et concordants. Et donc, il le convoque à nouveau pour le faire venir, et lui il a en tête, le juge, que cette fois-ci il va pas couper à la détention. Sauf que au Vatican, on retrouve le corps du père Carica dans un fleuve. Donc il s'est suicidé en laissant une lettre, et c'est comme ça que l'action publique s'éteint. Donc c'est-à-dire qu'on ne fait plus rien avec ces 2 témoignages, mais aussi que rien n'est fait
pour essayer de, encore une fois, là, à ce moment-là, l'action judiciaire elle est éteinte, mais il y aurait pu avoir une enquête administrative du ministère de l'Éducation. Donc à l'époque, vous aviez François Bayrou qui est alerté de tout ça, qui ne fait rien. Vous avez la femme de François Bayrou qui se rend aux obsèques du père Caricart qui s'est suicidé. Donc ça montre qu'en fait, ça pourrait, on n'a pas sa version des faits puisqu'elle refuse de s'exprimer. Mais en tout cas, ça questionne le fait que la femme de François Bayrou se rende aux obsèques d'un homme mis en examen pour viol et accusé par 2 témoignages. Et on a aussi, puisque ça c'est aussi quelque chose à dire, le ministère de l'Éducation de l'époque, donc c'était sous la gauche, Claude Allègre, qui avait été alerté de cette affaire et qui n'a pas cru bon de diligenter une inspection administrative. Donc on a une défaillance totale avec, et moi je pense que c'est un élément quand même extrêmement important, la personne la plus puissante de la région en charge de la protection de l'enfance qui n'a pas bougé un cil alors qu'il était directement alerté de ces faits-là et qui est François Bayrou. Et alors, on a déjà la Cigale Gabi qui nous dit une bonne éducation à la dure avec violence physique. Pour l'avoir vécu, ça prend des années pour s'en remettre. Moi, je n'excuse pas les parents. Merci de ce témoignage. Et peut-être, ouais, je vais juste répondre à ça. J'excuse évidemment pas du tout les parents. Comment dire, je remettais quelques nuances sur les parents que j'ai vus, mais évidemment que je les excuse pas et que je pense que rien ne peut justifier tout ça. Et je voudrais juste aller dans ce sens-là de ce témoignage parce que moi, c'est vrai qu'avec Antoine, c'est ce qui nous a le plus bouleversé, c'est à quel point cette éducation-là, elle change des hommes. Là, je dis des hommes parce que c'est principalement des garçons qui étaient victimes. Mais moi, j'étais frappé par vraiment l'idée de changement de trajectoire d'une vie, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui, le Marc, celui qui a eu le tympan perforé en 96, quand on l'a interrogé, il nous dit, mais moi, je sais que je suis sorti de Bétarame totalement changé. Je suis sorti avec de la colère, de la haine. Il y a quelqu'un d'autre qu'on avait interrogé qui nous a dit, après, moi, je me suis réfugié dans la drogue, dans l'alcool. J'ai cru que je pouvais pas avoir une vie de famille, que j'allais pas pouvoir être aimé dans ma vie. En fait, c'est des gamins broyés, des chemins changés, bousillés par cette éducation. Et j'en viens à cette idée que moi, ça m'a beaucoup questionné parce que ces derniers temps, on avait, et notamment avec Emmanuel Macron, on avait vraiment l'éloge de cette éducation à la dure, de cet autoritarisme, de revenir à des camps militaires, de l'idée, quand on regarde de l'extrême droite, que en fait l'éducation à la dure, les bonnes gifles, c'était pas mal pour filer droit et qu'on avait une jeunesse un peu... je me souviens d'ailleurs du ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui, pendant les révoltes après la mort de Naël, avait dit quelque chose sur l'idée de gifler les gamins. Oui, puis il y a cette image d'archive de François Bayrou qui donne une gifle à un jeune qui lui fait les poches. Et c'est vrai que... Et en fait, cette affaire Bétarame et tous les autres établissements qui dénoncent la partie des violences physiques, en fait, je pense que ça remet à l'endroit, même si là, je suis peu optimiste, les choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas rien de donner des gifles à des gamins, c'est pas rien d'estimer que pour les punir, il faut les frapper, les faire filer droit, et qu'en fait, ça montre à quel point c'est un échec des adultes et à quel point en fait les enfants c'est pas des serpillères sur qui on s'essuie, quoi. Bah, peut-être justement on peut écouter le témoignage de Nemes Ongo Grasset qui était du coup venu sur le plateau d'Alerte Libre où tu étais. Alors il y a toujours la dernière vidéo qui se lance. Bétarame, vous avez aussi subi de nombreuses violences physiques et vous dites, quand on a préparé cet entretien, la puissance des baffes, je m'en rappelle encore. Ouais, c'est... Alors, c'était des baffes, c'était pour détruire, c'était pas pour corriger ou éduquer, quoi. Je me souviens, la première que j'ai prise, c'était très tôt aussi dans l'établissement de Cheval. Je rigolais, je sais plus pourquoi je rigolais. Alors, en passant, je m'étais beaucoup réfugié dans la dérision et le rire. Donc, il y a une distribution de photos. Et il me regarde, et puis finalement, une fois que tout le monde s'en va, il me dit de rester. Et je reste, et puis là, il me dit, pourquoi tu rigoles? Je suis éberlué, je sais pas quoi dire, et là, il me regarde droit dans les yeux, un sourire narquois, et avant que j'ai compris quelque chose, j'avais reçu une déflagration dans ma joue, quoi. Et je vous dis, je me souviens encore de la sensation, la joue brûlante, je la sentais même plus, quoi. J'ai été anesthésié ma joue, le goût du sang dans la bouche. Bon, après, ça voilà, les baffes,
On en distribuait, j'en ai pris quelques-unes de ce genre. Hein. Et vous dites que vous avez après essayé d'esquiver justement j'ai tout le les temps punitions, les baffes, Voilà. etc. pour vous protéger. Parce que je voulais pas, d'une, me retrouver dans le bureau du directeur ou dans le bureau de celui-là, mais j'en ai quand même reçu d'autres, quoi. Notamment par rapport à mes actes de rébellion sur le racisme. Oui, puisqu'on va revoir la photo de classe. Dans votre classe, vous étiez le seul noir. Il n'y a pas beaucoup de noirs à Betaram. Ouais, et puis dans l'établissement, on ne devait pas être plus de 5 en même temps, quoi. Ouais. J'entends une énième provocation, quelque chose du genre sale négro tu pues, enfin voilà, en train de parler. Et puis là, je me dis, il réagit pas. Et là, je me dis, bon, allez, la coupe est rase, je me lève et je quitte le cours. J'arrive à la cour et je tombe sur le surveillant général de l'époque, Alex, qui était une vraie brute aussi. Donc je lui explique et il me dit, mais tu es capable de passer au-delà de ça. Moi je lui dis, ben non, là je peux plus, là c'est voilà. Et il me dit, voilà, il m'invite, me convoque dans son bureau. Et là, il commence à s'énerver, me dire, je vais appeler tes parents. Je lui dis, ben justement, allez-y appeler les parents, puis on va en parler. Et là, il me regarde et bam. Et là, c'est pareil, c'est pas des baffes, c'est des baffes pour exploser la tête à un gamin, quoi. C'est... Mediapart. Hop là, je reviens sur la bonne caméra. Du coup, il y avait une question. Donc, déjà, ce témoignage, vous pouvez aller voir l'émission complète où tu étais avec Antione. Il y avait une question sur la commission d'enquête et quelles sanctions pourraient être mises en place. La commission d'enquête, son objet, c'est pas de sanctionner, c'est plutôt de mettre au jour des dysfonctionnements et de proposer de les corriger. En revanche, il y aura quand même un moment très intéressant, me semble-t-il, c'est l'audition de François Bayrou, parce que si il répète ce qu'il a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été alerté de violence et a fortiori de violence sexuelle, il peut être poursuivi pour parjure. Et donc poursuivi en justice pour avoir menti dans cette commission. Donc je ne sais pas. Et en fait c'est intéressant parce que soit il change de discours et il montre qu'il a menti jusqu'à présent. Donc ça fait un mois qu'il ment à plusieurs reprises devant la représentation nationale et devant la presse. Soit il maintient ses propos et là il risque de toute évidence d'être poursuivi en justice. Donc c'est une audition qui est quand même qui va être intéressante. Et il y a une question sur une enquête pour entrave pour la justice a été ouverte le 17 février 2025. Que savons-nous à ce sujet ? Et cette question, elle est intéressante parce que je sais pas si vous, en tout cas, vous allez forcément le revoir, mais François Bayrou, maintenant, quand il est interrogé sur cette affaire, sa réponse, son élément de langage, c'est de dire la justice a classé sans suite les plaintes qui me visaient. En fait, il fait référence à des plaintes, des signalements déposés devant la Cour de justice de la République, qui effectivement ont été écartés, mais qui disent pas qu'il est innocent ou quoi que ce soit, c'est que c'était pas leur compétence. En revanche, cette procédure, donc, c'est pour entrave à la justice. En fait, c'est une plainte qui avait été déposée par un des avocats de Pau et qui fait suite au témoignage du gendarme de l'époque qui a dit grosso modo que François Bayrou, et on lui avait dit à l'époque qu'il était intervenu dans l'histoire du père Caricart mis en examen à l'époque pour viol, et donc du coup cet avocat, sur la base de ce témoignage, a fait un signalement au parquet pour entrave à la justice. Cette affaire, elle est toujours en cours, donc lorsque François Bayrou se défend en disant non mais la justice a écarté, c'est encore une fois totalement faux. Et il y a aussi les autres prises de parole, notamment au salon de l'agriculture, sur quand il se défend au début, il dit on essaie de faire une affaire autour de moi. Je sais pas, on peut le voir, on le revoit. On n'entend pas très bien, mais c'est sous-titré. Et c'est celui-là. Je peux vous demander une réaction sur la plainte qui a été déposée contre vous il y a 2 jours. Vous vous rendez compte de ce que vous essayez de faire? Je pose la question. Et donc au début, il y a vraiment tout ce narratif sur c'est un scandale de Mediapart et de LFI qui d'ailleurs s'adorent. Non mais de toute façon c'est quand ils veulent. mais au départ c'était. En fait, c'est moi elle m'agace un petit peu cette réaction parce que je trouve qu'elle dit tout de l'époque dans laquelle on est, c'est-à-dire que on a un premier ministre qui ment devant la représentation nationale
Et après, on a un Premier ministre qui refuse de répondre à la presse et qui, parce qu'il faut voir le bout de cette histoire, c'est que le journaliste qui l'a interrogé et qui s'est fait rembarrer de cette manière-là a été évincé du pool du salon de l'agriculture. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, après, il y a la sécurité de François Bayrou qui est arrivée pour dire vous suivez plus le Premier ministre. C'était Ouest France, c'est ça? Sud-Ouest, ouais, Ouest France ou Sud-Ouest, j'ai un trou. Mais du coup, je trouve que en termes d'enjeux démocratiques, on est quand même. L'histoire est assez dingue parce que en fait, nous, ce qu'on fait, c'est juste de montrer des éléments et après, le Premier ministre, il s'explique et il dit voilà. Enfin, on l'a dit, c'était dans la lettre enquête, mais s'il avait répondu différemment, peut-être qu'on n'en parlerait même pas aujourd'hui. Là, on a un Premier ministre qui ment à plusieurs reprises, on a un Premier ministre qui refuse de parler à la presse. Nous, on a dû l'interroger à peu près une dizaine de fois. François Bayrou, à chaque fois qu'on publie un article, il ne nous a jamais répondu. Et quand la presse essaye d'avoir des éléments de réponse sur le scandale quand même d'ampleur phénoménale en France, il renvoie dans ses cordes le journaliste. Ça veut dire qu'en gros, on a un Premier ministre qui ment. Il y a tout un tas d'éléments qui sont à clarifier, juste par enjeu démocratique. Hein. On ne lui a pas demandé d'être Premier ministre. Donc en fait, il peut, s'il ne veut pas répondre à la presse et s'il ne veut pas s'expliquer sur ce qu'il a couvert ou pas, ce qu'il savait ou pas, en fait, il reste dans le Béarn et puis il ne devient plus responsable politique. Mais c'est ce qu'on attend des responsables politiques, c'est d'avoir un rôle d'exemplarité et si jamais il y a des éléments qui questionnent sur leur exemplarité, qu'ils aient à répondre. Et là, le fait de refuser de répondre, et c'est comme dans les interviews, moi je ne comprends pas, je l'ai vu sur France Inter, je ne comprends pas qu'on accepte cette phrase de « je ne rentrerai pas là-dedans, je ne veux pas tomber dans la surenchère ». En fait, monsieur, vous êtes responsable politique, vous avez à vous expliquer quand vous avez des collectifs de victimes qui vous accusent d'eux, quand vous avez des éléments matériels qui vous accusent d'eux, etc. Donc ça dit tout de notre époque parce que c'est pas le premier, c'est pas le dernier. On se souvient d'Emmanuel Macron qui avait fustigé une presse qui ne cherche plus la vérité. On sait quand Youmni par exemple va couvrir le RN et qui est empêché de rentrer, de couvrir son boulot. Mais je pense que ça a dénoncé systématiquement. Ouais. On a une question sur les mesures annoncées par Borne. Que penser des mesures annoncées par Borne, notamment l'augmentation des contrôles dans les établissements privés, un moyen d'éteindre l'incendie à peu de frais? Alors, je pense d'abord, ça c'est mon côté pessimiste, mais qu'il va falloir suivre parce qu'elle annonce 60 nouveaux inspecteurs quand il y en avait 60 qui avaient été annoncés déjà après le scandale Stanislas par Nicole Belloubet. Donc, je pense que c'est énorme parce que en gros, être inspecteur c'est un poste qui est très peu attractif, donc il manque de recrues. Donc, va falloir vérifier s'il y en a bien 120 qui vont arriver. Et après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est en fait, c'est ça aussi l'intérêt de cette affaire et du fait qu'elle ait pris une ampleur importante, c'est que on se rend compte de la folie en fait de ce qu'étaient les contrôles dans les établissements privés. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous n'avez pratiquement pas de contrôle inopiné des établissements privés, surtout catholiques. Et faut savoir que un des rapports parlementaires, notamment de Paul Vanier, rendu il y a 2 ans, montrait qu'un établissement privé était contrôlé tous les 1500 ans. D'en dire pas contrôlé. Et donc, c'est-à-dire qu'en gros, on a des responsables politiques qui admettent à demi-mot qu'on a totalement délégué l'enseignement privé les établissements privés à l'enseignement catholique, qu'on y met des enfants, qu'on y sait des dysfonctionnements sans jamais les contrôler, sans jamais les remettre en question, et que même quand il s'agit de les contrôler, et même quand c'est Betaram, c'est-à-dire que c'est un établissement qui normalement devrait être totalement scruté, on annonce un contrôle 1 mois à l'avance et le plus bas des contrôles. Donc en vrai, il y a quelque chose de totalement scandaleux dans le rapport qu'on a à l'enseignement catholique, parce que c'est quelque chose qu'on ne pointe pas, parce que les responsables politiques, ils vont sur ce terrain-là, on va les accuser de vouloir ouvrir la guerre scolaire, qui a été un traumatisme en France avec des tas de manifestations, etc. Mais la réalité, elle est celle-ci, c'est-à-dire que il y a un puissant lobby de l'enseignement catholique sur ces questions-là, qu'il est hors de question de se laisser faire face aux autorités. On le voit par exemple dans la non-application de l'éducation à la sexualité, dans la non-application des chartes de laïcité, etc. Il y a un véritable problème, et ce que tout ça montre, c'est ça. Et j'insiste sur un petit point quand même qui est assez important, c'est que quand on veut faire de Betaram quelque chose de très ancien, en fait c'est très actuel et très contemporain. Et j'en donne un seul exemple. Il y a 1 an, quand le début, je parlais du collectif de Facebook s'était créé, quand la première médiatisation des scandales à Betaram, la presse locale révèle que il y a un surveillant qui est visé par plusieurs plaintes pour des violences physiques et sexuelles, et s'aperçoit qu'il est toujours surveillant en poste à Betaram. Et donc,
ils appellent le chef d'établissement pour dire est-ce que vous le laissez en place cette personne puisqu'elle est visée par plusieurs plaintes, et le chef d'établissement dit moi je n'ai pas d'éléments sur sa culpabilité, donc oui, il reste en place. Et c'est parce que France 3 local à l'époque révèle ça que ça commence à susciter une polémique et qu'il est suspendu. Mais ça veut dire que en gros l'État, l'administration doit savoir ce qui se passe dans ces établissements privés, puisqu'on se rend compte que même quand tout se sait et qu'on dévoile des scandales, les chefs d'établissement sont capables de laisser en poste des gens qui sont visés par plusieurs plaintes. Oui, complètement. Et puis, d'autant plus que vous avez écrit avec Antoine un papier sur tous les autres établissements, sur comment cette affaire fait tache d'huile sur tout un tas d'établissements dans lesquels il y a des problèmes similaires. Avec des signalements qui sont parfois en 2018, 2019, 2020, 2021. Alors, on nous dit « Bonsoir, j'ai été élevé à Bétarame au début des années 2000. Cela m'étonne que dans beaucoup d'articles reportages, je n'ai pas fait mention de la mensuétude auprès des enfants par rapport à des enfants de prolo. Et vous trouvez des éléments allant dans ce sens. Merci pour votre travail. » C'est un peu ce que tu disais au début. Ouais, c'est ce que je disais en début, mais peut-être que t'étais pas là, mais... oui, il y a une vraie distance. Et c'est vrai que moi aussi, ça nous a étonné qu'il n'y ait pas cette différence. Et parfois, nous, dans les articles, on glisse ce distinguo parce que ça nous paraît aussi important sur qui reçoit les coups avec cette distinction de milieux sociaux, etc. Donc oui, je partage tout à fait cette analyse. Je suis en train de refaire le fil des questions. N'hésitez pas. Alors, la commission d'enquête parlementaire cherche à retracer la chaîne de responsabilité. Avons-nous des informations sur le sujet ? Pour l'instant, c'est un peu tôt parce que les plus grands responsables n'ont pas encore été entendus. Mais oui, c'est ça. Et je pense que ça va être très intéressant de voir, notamment, je pense qu'il y a une personne en particulier qui va être intéressante, c'est Caroline Pascal, parce que c'était la patronne de l'inspection générale. Et en fait, on avait vu, nous, pendant l'affaire Stanislas, quand on avait révélé le rapport qu'elle ne voulait pas révéler, qui mettait en cause l'établissement, à quel point, en fait, elle avait un jeu un peu trouble avec l'enseignement catholique et Stanislas, puisqu'elle avait un peu défendu l'établissement dans le JDD de Bolloré, ce qui nous avait étonné parce que c'était quand même, il y a quand même une exigence un peu de neutralité de réserve de la part de la patronne de l'inspection, et que sa première interview ou sa seule interview soit accordée au JDD pour défendre Stanislas, c'était questionnant. Et après, il y avait un sujet de complément d'enquête qui revenait un petit peu sur Stanislas, et elle défendait en fait Stanislas en minimisant les révélations qu'on avait pu faire et que d'autres avaient pu faire sur Stanislas. Il faut savoir que cette personne, donc c'est la même qui est accusée d'avoir censuré le livre sur La Belle et la Bête en tant que DGESCO, donc numéro 2 du ministère de l'Éducation. Donc son audition, elle va être intéressante parce elle avait un rôle quand même très important, puisque c'est elle qui dirigeait toutes les inspections générales des établissements privés, donc celles qui ont été faites et qui ont été cachées, ou celles qui n'ont pas été faites. Donc je pense que c'est intéressant de la suivre. On nous dit bien que plus de 170 faits de violence psychologique et physique aient été signalés. Comment serait-il possible de connaître le nombre de victimes réelles ? C'est pas possible en réalité. Non, à part pour des projections comme ont pu le faire différentes structures comme la SIAZ ou la Civise, mais en fait, c'est vraiment alors là, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est un peu le sommet de l'iceberg, parce que vous avez à la fois les victimes qui sont décédées, puisqu'on remonte sur des faits très anciens. Vous avez les victimes qui n'ont pas envie ou n'osent pas ou ont peur de parler. Vous avez celles et celles aussi qui ont intériorisé une forme de minimisation, qui ont intériorisé l'idée que c'était comme ça et puis qu'on a fait sa vie, qu'on n'a pas envie de rouvrir les vannes. Nous, il y a certaines victimes qu'on a mis du temps à faire parler. Alors évidemment, nous, on a une politique à Mediapart, c'est de jamais insister trop lourdement ou d'inciter, mais il y a des victimes qui au début ne voulaient pas du tout parler et qui après, face à ce qu'elles ont pu voir dans les médias, face aussi à la réaction de François Bayrou et au mensonge de François Bayrou, se sont dit en fait j'en peux plus, je veux parler. C'était le cas par exemple de Marc, la première victime qui avait eu le tympan perforé, qui au début ne voulait absolument pas parler. C'est son père qui parlait à sa place et qui était gêné de le faire d'ailleurs. Et après qui est revenu vers nous en disant je veux bien m'exprimer une seule fois, mais je veux bien m'exprimer. Donc voilà, c'est pour ça que évidemment qu'on ne connaîtra jamais le nombre, et évidemment que tout laisse penser qu'il est bien plus élevé.
Et d'ailleurs, même sur cette question de la gifle, au début, on parlait de gifle, etc. Or, c'est des violences. Enfin, je sais plus combien c'est le nombre de personnes. Il y a 3-4. Alors, et encore, c'est ce qu'on sait, c'est-à-dire que Voilà. nous, on a fait un décompte, mais juste à partir de 96, mais avant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien il y en a eu après, mais en 96, qui était public, on va dire, dans la presse, c'est que 4 élèves de Betaram avaient eu le tympan perforé. Et c'est intéressant de voir qui est la personne qui reprend plus le terme de gifle. Bah, c'est François Bayrou. Lui, à chaque fois qu'il s'exprime, il disait oui, j'ai eu vent peut-être d'une gifle. Et même quand il s'exprime sur cette affaire qu'il dit ne pas connaître, il parle de gifle. Et en fait, je me souviens, nous, en conférence de rédaction, une fois, on s'était dit rapidement qu'il était hors de question de parler de gifle dans cette affaire, parce que une gifle, même si elle est problématique, dans l'inconscient collectif, on se dit pas que ça perfore un tympan. Donc non, c'est des coups très violents, mais les coups à Betaram étaient extrêmement violents au point de perforer un tympan, ce qui est pas quand même très courant. Ouais. Et d'ailleurs, sur ces violences pour le coup physiques, il y a le cas et le rôle de de l'épouse de François Bayrou et de la professeure de maths qui a témoigné. Ouais. Comment vous êtes entrés en contact? Est-ce qu'elle avait déjà, elle avait déjà parlé dans la presse avant? Parce qu'il y a aussi ça. Peut-être avant de parler de ça, il y a aussi tout les archives qui prouvent aussi que déjà dès les années 90, c'était sur la question des violences physiques, c'était déjà connu au moment où il était ministre de l'Éducation. Mais tout était, en fait, alors à la fois tout était connu, et surtout pendant qu'il était ministre de l'Éducation, parce que nous on a retrouvé tout un tas d'archives de presse de cette époque de 96 où donc il est ministre de l'Éducation, où en fait les témoignages sont sidérants. Et c'est encore une fois, c'est pas le Moyen Âge, c'est-à-dire que moi 96-2001, c'est à peu près l'époque où on situe François Bayrou. Bah moi c'est ma scolarité, c'est-à-dire que ok, j'étais en 6e je pense en 2000 ou un truc comme ça, mais Grave jeune en fait. ouais, ça se voit pas, mais non, mais ce que je veux dire c'est que moi jamais de la vie on me fout une baffe à l'école. Évidemment que c'est anormal, évidemment que donc il y a aussi ça. Et tout était raconté dans ces termes. C'était pas la presse qui minimisait la violence. C'était des articles de Libération, du Monde, de Sud-Ouest qui racontaient une violence physique inacceptable, avec des témoignages de parents, de gamins qui étaient enfermés dans un placard, qui étaient roués de coups, d'autres, etc. Au moment où François Bayrou est ministre, au moment où il y a une inspection qui est diligentée, c'est-à-dire que cette inspection folle qui ne servait qu'à blanchir l'établissement à l'époque, en fait, tout était raconté sur la place publique. Et sauf que c'est là où il y a un rôle particulier de François Bayrou, c'est que il n'a pas fait qu'ignorer ces alertes et ces articles de presse. Il s'est rendu dans l'établissement pour défendre l'établissement alors qu'il y avait tous ces témoignages. Donc c'est là où, comment dire, moi je parle pas de complicité, mais en tout cas il y a une implication qui va au-delà de ignorer des alertes. Allez, je vous mets les petits extraits qui avaient été récupérés par Bérénice Gabriel des archives de 95. Deuxième titre dans l'actualité, l'ouverture d'une enquête sur les mauvais traitements dont les enfants d'un collège de Pau auraient été les victimes. Le père d'un élève a porté plainte. Il dénonce, dit-il, les méthodes barbares de ce collège réputé pour sa sévérité et qui accueille aussi un fils du ministre de l'Éducation. Polémique à l'Estelle Betaram, près de Pau. Le père d'un élève de 14 ans, inscrit dans un collège privé, a déposé plainte pour coups et blessures volontaires et traitements inhumains et dégradants. Depuis 2 jours, les gendarmes enquêtent à l'école Notre-Dame de Betaram parce qu'un élève a osé parler de la gifle donnée par le surveillant général l'an dernier et d'une punition très sévère infligée en décembre par un élève surveillant du dortoir. 1 heure debout sur le perron en pleine nuit, en petite tenue par 0 degré. Pour ces faits, les parents ont porté plainte et une information judiciaire a été ouverte. Mais ce cas n'est pas isolé, si l'on en croit cette commerçante paloise qui scandalisait à retirer son enfant de Betaram, mais qui souhaite garder l'anonymat. J'avais signalé à plusieurs reprises des comportements qui me semblaient anormalement agressifs à l'égard des élèves. La justice devra statuer sur ces différents dérapages de discipline. Le ministre de l'Éducation pourrait aussi demander des comptes à cet établissement sous contrat. De son côté, l'établissement Betaram, qui avait défrayé la chronique médiatique pour d'autres agissements dégradants, s'est déclaré solidaire de son surveillant général. Aucune sanction administrative n'a été prise à son encontre. Hop là, je reviens.
Jack, cette fois-ci j'ai réussi. Ouais, là, du coup, dedans, on entend un témoignage. Je crois que c'est au téléphone de la professeure de maths qu'on avait interrogée sur Mediapart et qu'on va voir. Mais peut-être d'abord sur toi, t'avais déjà enquêté du coup sur Oudéa Castéra et sur l'affaire Stanislas. Quel lien tu fais entre les deux? Et est-ce que c'est tout aussi dur d'enquêter sur l'un que sur l'autre? Alors carrément, c'est-à-dire que en gros le lien que je fais c'est la bienveillance que l'État et les administrations peuvent accorder à l'enseignement catholique, et c'est l'opacité. C'est-à-dire qu'en fait, dans un cas comme dans l'autre, à l'époque sur Stanislas, on avait déjà fait une première enquête pour révéler une éducation homophobe, sexiste, autoritaire, avec des violences, des responsables qui étaient mis en cause pour des affaires de violences sexuelles, etc. Et en fait, je me souviens parce qu'on avait fait un article un peu offensif au bout de 6 mois. C'est-à-dire qu'on révèle les choses, l'Express, Le Monde révèle la même chose, et aucun ministre de l'Éducation ne décide de diligenter une inspection. Et je me souviens qu'on avait fait un parti pris où ça l'avait agacé, c'était le ministre Papendiaï, où j'avais dit un silence qui confine à la lâcheté, et on avait publié les mails qu'on leur envoyait depuis 6 mois pour demander est-ce qu'ils avaient diligenté une enquête. Ils l'ont diligenté après cet article, et ils ont caché le rapport. Et qu'on avait dévoilé. Sauf qu'en fait, cette opacité, moi, elle me questionne parce que déjà, c'est notre argent. Il faut savoir qu'on avait révélé que c'est des milliards d'argent public déployés pour l'enseignement privé. Parce que les gens se rendent pas forcément compte qu'on croit que l'enseignement privé, c'est les parents qui payent la scolarité. En fait, c'est largement financé par le public. Donc déjà, c'est l'argent du contribuable à minima si on veut s'intéresser qu'à l'argent. C'est nos enfants, les enfants de notre société. Donc en fait, l'idée qu'on n'a pas le droit de savoir ce qui se passe dans ces établissements et qu'on n'a pas le droit d'avoir des inspections qui mettent au jour des dysfonctionnements, c'est quelque chose qui est assez hallucinant. Il faut savoir que quand on demande, n'importe quel citoyen peut faire des demandes à la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, et que les rapports d'inspection, c'est censé être communicable à n'importe qui le demande. Donc en fait, aujourd'hui, quand vous avez des administrations qui nous cachent ces rapports, c'est totalement scandaleux. Et donc le point commun le plus évident que je fais, c'est l'inertie totale et l'absence de contrôle sur l'enseignement catholique et l'opacité totalement favorisée par les politiques sur ces questions-là. Et justement, il y a Karim Bey qui nous demande serait-il possible de prendre un moment pour parler de l'affaire Stanislas? Mais du coup, justement, est-ce que tu peux résumer un peu cette affaire et de dire qu'est-ce que là, ça fait quoi, plus d'1 an, 2 ans presque que cette affaire est terminée. Est-ce qu'il se passe toujours est-ce que donc la ministre Oudéa Castéra a été virée de son poste de ministre de l'Éducation, mais elle est restée pour le sport, c'est ça? Bon, elle a quand même été déplacée, quoi. Voilà. Et depuis, est-ce que dans cet établissement, depuis, en fait, c'est intéressant, c'est que depuis, il y a quand même eu alors, nous, grosso modo, ce qu'on avait révélé, mais ce que le rapport avait confirmé, c'était des violences homophobes, sexistes, ce que je disais tout à l'heure, mais des choses quand même assez graves. C'est-à-dire quand même, on avait quand même la promotion des thérapies de conversion, qui est pourtant interdite par la loi, pour guérir les homosexuels de l'établissement, par exemple. Donc il y avait tout un bourrage de crâne totalement violent dans un moment où en plus on parle justement de la question du harcèlement scolaire, et on se souvient du suicide de Lucas harcelé parce qu'il était gay. Donc nous on révèle ça. Il y a l'affaire Oudéa Castéra, donc on se rend compte que ces enfants sont scolarisés. Ce qui est intéressant, c'est que pareil, moi j'aime bien appuyer dessus parce que ça me questionne. Les mêmes ministres qui passent dans les médias pour fustiger les établissements privés musulmans qui auraient on va dire une éducation problématique liée au livre saint, au Coran, etc. Cette même ministre est capable de dire tranquillement qu'elle scolarise ses enfants dans des classes non mixtes, donc ces garçons sont dans des classes non mixtes. Pourquoi? Selon l'établissement, parce que il ne faut pas tenter l'homme et que la femme sa place et pas en compagnie des garçons. Bref, c'est quand ça leur arrange ce modèle d'éducation. Oui, mais en même temps, il y avait les non-remplacements et il y avait le non-remplacement des profs. Non, mais c'est intéressant parce que je trouve que c'est pas rien, et c'est le point commun, pareil, entre Bayrou et Oudéa Castéra, c'est que leurs enfants y sont, ou y étaient, et c'est intéressant de voir ce que le modèle d'éducation promu par nos responsables politiques, c'est-à-dire qui est clairement en contradiction avec les valeurs de la République qu'ils brandissent si souvent. Mais à part ça, ce qui a pu changer, c'est que il y a eu un suivi de l'éducation nationale sur Stanislas. Donc en gros, l'ancien directeur est parti à la retraite. Il était quand même très problématique. Le nouveau n'a pas un CV un meilleur CV puisqu'il était déjà mis en cause dans un autre établissement catholique, mais en tout cas,
on va dire que la position officielle, c'est de suivre les recommandations de l'inspection générale, qui avait pointé tout un tas de dysfonctionnements. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, maintenant, ils peuvent percevoir toutes les subventions qui, pour certaines, avaient été suspendues. Valérie Pécresse a toujours refusé de suspendre ses subventions régionales, mais par exemple, la mairie de Paris, ils avaient suspendu et donc du coup ils ont une réunion avec un suivi pour avoir des engagements, etc. Donc on peut dire aujourd'hui, alors moi je pourrais pas vous dire aujourd'hui que tout est amélioré parce que j'ai pas réenquêté pour savoir si tout était suivi. En tout cas, la promesse de l'établissement, c'est de faire davantage attention et la promesse des institutions, c'est de mieux la contrôler. Là, on nous dit, mais je n'ai aucune information là-dessus, mais il n'y a pas eu aussi un responsable de VSS de Betaram qui a été muté à Stanislas? Ça te dit quelque chose? Ah non, ça, je creuserai, mais j'ai pas vu. Sinon, on nous demande, et on va revenir à notre prof de maths, comment les personnels éducatifs n'ont-ils pas réagi également? Si Bayrou était au courant, tous ces personnels l'étaient également. Quid de leur responsabilité légale? Est-ce que tu vas en dire un mot ou on regarde d'abord l'extrait? On peut regarder l'extrait et puis de toute façon, ça rejoindra le témoignage de l'enseignante. Deuxième titre dans l'actualité, l'ouverture. Je me retrouve dans un couloir. En face de moi arrivait Elisabeth Bayrou. Et sur ma gauche, il y avait une salle de classe dans laquelle on entendait un adulte hurler sur un enfant. On entendait les coups et on entendait l'enfant qui suppliait qu'on arrête. Je me retourne vers Elisabeth, mais c'était spontané. Je me retourne vers Elisabeth Bayrou et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour moi, ça voulait dire, à deux, on peut peut-être ouvrir la porte. Mais elle n'a pas compris ça. Elle m'a simplement répondu quelque chose, j'ai oublié les termes exacts, mais ça voulait dire que ces enfants-là, il n'y avait rien à en tirer, point barre. J'avais l'impression que pour elle, ces enfants-là étaient d'une espèce inférieure aux siens. C'est-à-dire que ces enfants-là, c'était normal qu'on les batte parce que, voilà. J'ai du mal à imaginer que ce soit l'unique fois, parce que si ça avait été l'unique fois, elle n'aurait sûrement pas réagi comme ça. C'était intégré comme normal. J'étais saisie, quoi. J'étais complètement décontenancée. Elle est partie dans son sens, moi dans l'autre. Et j'ai décidé que je ne la croiserai plus jamais. Pardon, excusez-moi, je reviens. Hop là. Oui, donc quid de la responsabilité des personnels? Et est-ce qu'il y a d'autres personnels que cette prof de maths qui ont témoigné? Alors d'abord, je rebondis juste sur son témoignage, c'est que c'est là où j'ai une obsession François Bayrou, mais en fait on a quand même une enseignante qui dit l'avoir alerté, qui dit avoir été témoin de violence avec la femme du Premier ministre, et on n'a aucune réponse là-dessus. On a un démenti de François Bayrou, et ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'est pas la seule à dire ça, c'est-à-dire que quand France 3 a enquêté, il y a plusieurs élèves qui disent la même chose que cette enseignante. Donc il y a quand même une question en suspens. Et après sur les enseignants, il y a un secret d'info sur France Inter ce week-end qui est sorti avec le témoignage d'un enseignant qui raconte comment il a alerté sur des violences et comment on l'a empêché de parler. Donc c'était quelque chose, elle n'est pas la seule. Et sinon il y a aussi la question de la complicité, hein, c'est-à-dire que à Betaram, quand je dis que c'était notre autorité publique ces violences, il y a aussi des gens qui s'accommodaient de toutes ces violences et qui les voyaient et qui disaient rien. Ouais. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, c'est le moment. Sinon, je pense qu'on pourrait rapidement parler aussi de l'autre enquête que tu as faite cette semaine sur. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Sur l'autre enquête sur Hanouna, t'en parleras demain dans À l'air libre, donc sur YouTube. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu rapidement comment vous avez enquêté et ce que vous avez pu produire? Bah nous avec Younes, on s'est intéressé, on s'est en même temps. Ouais, on s'est intéressé exclusivement parce que beaucoup de choses avaient déjà été racontées sur la violence du système Hanouna, mais nous à ces violences hors caméra, hors antenne, parce que on trouvait intéressant de voir que s'il était extrêmement violent et problématique en on, il l'était tout autant en off. Et donc du coup, il y a pas mal d'infos dans le papier, mais on va dire les plus fortes, en tout cas celles qui ont retenu l'attention, c'est deux en particulier. C'est comment, en fait, il y a une sorte de guet-apens qui a été organisé dans les locaux
de TPMP, c'est-à-dire qu'en gros, l'humoriste Malik Bentala est invité en plateau. C'est un ami à l'époque de Cyril Hanouna. Il vient faire la promo d'un spectacle. Et en fait, en coulisses, vous avez son manager qui est dans la loge pour regarder l'humoriste sur les écrans. Et en fait, des proches de Cyril Hanouna, notamment Jean Rachid, qui est quelqu'un de connu dans le milieu artistique, puisque c'est le producteur de Grand Corps Malade. Il a des liens avec tout un tas de personnalités du cinéma et de la musique, est arrivé avec une équipe sans être contrôlé par la sécurité de TPMP, sans avoir aucun problème pour circuler dans les locaux très surveillés de TPMP, pour tabasser le manager de Malik Bentala, qui a été gravement blessé au dos. Il a été tabassé à plusieurs, et notamment avec à main nue, mais aussi avec des coups de casque. Et en fait, après, cette victime, elle a été menacée pour ne pas semble-t-il parler à la police. Et donc il y a une enquête qui a été ouverte, a été classée parce que la victime ne s'est jamais rendue aux convocations de la police, et tout ça a été étouffé. Les chroniqueurs disent dans le papier que ils ont reçu l'ordre de ne surtout pas ébruiter la chose à l'issue de l'émission. Donc ça, c'est une première histoire. Et la deuxième, c'est comment on le voit à l'écran, hein, comment les chroniqueurs de Cyril Hanouna sont humiliés de manière assez régulière. Mais là, ça dépasse un peu le cadre de la loi, puisque en fait c'est une séquence où Mathieu Delormeau, qui est souvent humilié, ne rigole pas aux vannes de Cyril Hanouna. Et donc Cyril Hanouna l'engueule en disant ne supporte pas l'idée qu'il ne rigole pas. Il lui reproche une absence parce qu'il était absent à une émission la veille. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, Cyril Hanouna, quand il lui reproche de pas rigoler, sait que deux proches de Mathieu Delormeau sont extrêmement malades, et que s'il avait été absent dans l'émission, c'est parce qu'il était à l'hôpital auprès d'un des proches. Et en fait là, Hanouna furieux lance la coupure pub et vient menacer son chroniqueur en lui disant que s'ils étaient dans la rue, il l'aurait mis en sang, que s'ils étaient pas mis, il l'aurait tué. Et à un moment donné, on sent qu'il veut le frapper parce qu'il dit je vais te frapper. Et après ça, l'émission reprend. Et donc voilà, ça nous a paru important de publier cet article avec ces faits de violence, à la fois parce que ça dit quelque chose supplémentaire sur la violence à la fois d'un homme, mais aussi d'un système qui est protégé par Bolloré. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quand même que Vincent Bolloré, toute cette violence, il la cautionne, il la déploie, il la vante. Je pense à Morandini qui a été condamné pour des violences sexuelles sur mineurs, enfin des corruptions de mineurs vendredi, et qui est maintenu à l'antenne et qui parle tous les jours sur le laxisme supposé de la justice ou des prisons pour les personnes incarcérées. Et de cet homme-là, Cyril Hanouna, qui, c'est pas rien, doit peut-être rejoindre M6. Et donc, je trouve que ça pose la question aussi d'une chaîne généraliste qui fait beaucoup d'argent, qui, si je me trompe pas, est ou doit être cotée en bourse, et qui a tout un tas de publicités qui la rémunèrent, qui accepte d'employer un homme aussi violent à l'antenne et en coulisses. Ils n'ont pas vraiment appris la leçon de Plaza, quoi. Déjà, Plaza, faut savoir qu'ils l'ont quand même défendu jusqu'au bout, malgré les évidences, etc. Bon, ils ont fini par. C'est pas la même chose, évidemment. Hein, je mets pas par le lâcher. Pareil, mais c'est vrai que je trouve c'est intéressant à suivre de savoir qui on recrute en toute connaissance de cause. Maintenant, ils ignorent pas tout ça, quoi. Et justement sur Delormeau, lui, il refuse de répondre. Enfin, il répond pas à Mediapart. Et peut-être c'est intéressant aussi ce truc-là, c'est-à-dire que ça va avec le deuxième article sur comment ils sont tenus aussi par l'argent et le fait d'être. C'est intéressant, et c'est ce qui revient souvent, mais il y a un véritable phénomène d'emprise avec Cyril Hanouna. À la fois, ils sont totalement dépendants financièrement, et c'est pas juste. On pourrait se dire ok, ils sont bien payés, ils restent. En fait, quand on fait touche pas à mon poste aujourd'hui, ce sera peut-être pas vrai plus tard, parce qu'hélas, le curseur change dans notre société. Mais aujourd'hui, ils sont démonétisés, c'est-à-dire qu'en fait, un Gilles Verdez ou un Mathieu Delormeau n'est plus employable ailleurs. C'est tellement. Le système est tellement dingue que pour l'instant, ils n'ont pas de capital pour aller taper à la porte d'autres émissions de télé. Donc, ils sont encore plus dépendants financièrement de cette émission, et leur célébrité dépend de Cyril Hanouna, parce que sinon, ils ne sont plus rien. Et on le voit d'ailleurs avec certaines personnes comme Mathieu Delormeau, par exemple. Quand il quitte l'émission, rares sont ceux qui ont pu aujourd'hui émerger ailleurs. C'est-à-dire qu'on a des chroniqueuses ou chroniqueurs comme Enora Malagré, Jean-Luc Lemoyne, mais qui sont partis plus tôt. Thierry Moreau, par exemple. Ceux actuels, le niveau est tel de violence et idéologique lié à l'extrême droite que pour l'instant, personne n'en veut. Donc, ils sont obligés de rester. Donc, il y a aussi cette emprise-là, et c'est aussi la raison pour laquelle c'est très dur
Nous, on a vraiment eu du mal à faire parler des gens en on. Pour 2 raisons, à la fois par ce phénomène d'emprise où il faut surtout pas leur expression c'est manger cracher dans la main qui nous nourrit, et ils sont aussi terrorisés. En fait, cette violence là, moi il y a des gens qui m'ont dit mais moi jamais de la vie je parle à Mediapart parce que moi j'ai peur de cette bande. On n'a pas arrêté de nous alerter en disant attention à vous, si vous écrivez sur eux, si vous écrivez sur les proches de Cyril Hanouna, vous prenez des risques pour vous aussi. Il y a un climat qui est hallucinant quand on parle d'un pauvre animateur de télé qui était un trublion, un bouffon et qui est devenu maintenant un millionnaire puissant, relève Vincent Bolloré, quoi. Oui, pas si pauvre que ça, du coup. Et du coup, on nous a déjà demandé, alors j'ai un problème de chat, mais justement, après cet article sur Hanouna, avez-vous reçu des menaces? C'est une des premières questions qui vient là-dessus. Mais est-ce que, du coup... Non, je vais toucher ma tête, quand même. Mais non. Et Terence nous demande, sait-on si la paparazzade entre Hanouna et Tiffaine Ozière, donc qui est la fille de Brigitte Macron, c'est ça, est sortie opportunément dans Paris Match pour faire contre-feu à vos révélations. Le fait est que ça a quand même pas mal fait contre-feu, parce que quoi qu'il arrive, il y a eu pas mal de... Je sais pas si ça... Sur les réseaux sociaux, en fait, on parlait de est-ce que la fille de Brigitte Macron et Hanouna, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Alors, moi, au début, parce que j'ai... Bon, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas la preuve que c'est un contre-feu, mais on travaille dessus. Et donc, il faudra suivre si on est capable de publier un article prochainement sur tout ça. En revanche, au début, moi, je me suis dit, c'est pas mal joué, que ce soit programmé ou pas, l'idée de cet article pour éteindre un petit peu la polémique. Mais c'est vrai que je me suis demandé si c'était finalement bien joué, parce que le lendemain, quand même, il y avait beaucoup d'articles pour mentionner cette révélation de ce nouveau couple, avec l'idée que c'était un contre-feu. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ça a donné quand même une caisse de résonance à notre enquête, qui aurait peut-être été moindre si jamais il n'y avait pas eu ce contre-feu, quoi. Juste pour dire pour les gens qui ne savent pas, donc c'est sur Paris Match, c'est ça? Sur Paris Match. Le lendemain, en gros, de nos révélations, Paris Match sort un article pour dévoiler le fait que Cyril Hanouna serait en couple avec Tiffaine Ozière, la fille de Brigitte Macron. Et ce qui est intéressant quand on décode un peu l'article de Paris Match, c'est que les photos ne veulent rien dire, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas une paparazzade, puisque normalement, quand vous avez une paparazzade qui est censée révéler une info, vous avez un geste affectueux, un bisou, ce que vous voulez, qui prouve que les personnes sont en couple. Là, c'est juste un dîner au restaurant avec 2 personnes, donc ça pourrait être n'importe quelle relation. Et en fait, l'info, elle réside dans l'article, donc c'est l'article qui le dit, avec l'assentiment de Brigitte Macron, etc., de tous les intéressés. Donc ça, pour le coup, on peut se dire que tout a été validé en amont, si je puis dire. Mais voilà, l'article il est signé par un pseudo mystère, donc très étrange. On nous demande qu'en est-il du lien entre Hanouna et Marlène Schiappa. Je crois qu'elle est citée dans l'article sur le fait qu'elle a refusé d'être chroniqueuse payée. Alors en tout cas, c'est marrant, c'est que nous, on l'a interrogée parce que on sait que TPMP touche pas un poste avait prévu de la rémunérer. Donc nous, ça nous questionnait sur le fait de rémunérer une politique en tant qu'invitée, mais finalement, elle n'avait pas accepté parce que l'autorité de la transparence n'était pas d'accord. Mais c'est intéressant, je trahis pas, mais elle a toujours défendu Cyril Hanouna coûte que coûte. Elle a jamais caché sa proximité avec lui. Et nous, quand on l'a interrogée, elle nous a dit, de mémoire, j'ai aucun problème avec lui. D'ailleurs, j'ai dîné avec lui hier soir. Donc, elle assume totalement le fait de soutenir cet homme et sa proximité avec lui, quoi. C'est de retrouver. Ouais, donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Je lisais l'article en même temps. Ouais. On m'a proposé de me rémunérer pour que je vienne régulièrement, ce que j'ai décliné. Ok. Je comprends pas ce que vous dites dans le chat sur l'article rédigé sous pseudo. Ah, c'est que l'article de Paris Match. Ah, alors je sais pas ce qu'il dit, mais l'article de Paris Match n'est pas signé par le nom d'un journaliste de la rédaction de Paris Match, et que c'est un élément qui interroge de plus, quoi. Est-ce que c'est Mimi Marchand? On travaille dessus. Je dis rien, je ne sais pas. Moi, je ne sais rien. Je pose des questions. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, on peut. Après, on a commencé un peu tôt. On pourrait faire le moment tant attendu des conseils culture, le moment Père Castor et les différentes annonces. Si vous avez d'autres questions là-dessus, mais je rappelle que du coup, demain, dans À l'air libre sur Mediapart, vous aurez donc, tu sais qui sont les invités. Il y a toi et je ne sais alors plus. Il y a Younes et alors après. Younes Abzouz qui donc traite les médias pour Mediapart et qui sera présenté par... Mais il y a d'autres gens, parce qu'il y a 2 plateaux, mais je suis désolé, j'ai oublié. Ok.
Trop bien. Et on peut aussi teaser que jeudi, il y a un gros alert libre, mais on peut pas dire sur quoi, mais restez, stay tuned jeudi. Du coup, peut-être sur tes conseils culturels, je vais redire parce qu'il y a des gens qui étaient pas là. Alors attends. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même 2 histoires. Je vous mets dans le chat et en même temps, je rappelle que vous pouvez vous abonner gratuitement pendant 1 mois. C'est une offre qu'on fait pour cette émission Twitch. Alors, j'écris n'importe quoi. Hop là, normalement, ça devrait arriver. Super, ça marche. Hop, et je vous mets ici. Donc le premier, c'est Une nuit en France. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, j'en parle parce que nous, c'est un sujet qu'on avait suivi. Donc en fait, c'est le livre enquête de journalistes qui revient sur l'affaire Crépol. Donc c'est ce meurtre de Thomas Perretto, rugbyman, après en marge d'un bal à Crépol le 18 novembre 2023. Et c'est ce qui avait donné lieu, je pense que vous en souvenez tous, mais un déferlement de fausses informations, d'idéologies les plus rances, notamment des médias Bolloré justement et de l'extrême droite. Et nous, on avait montré à l'époque comment CNews, je crois que le titre c'était ment en toute connaissance de cause. En gros, on avait montré que la chaîne CNews était alertée par ses journalistes en interne. Grosso modo, qu'il fallait être prudent sur cette enquête, que c'était pas forcément un crime raciste, que c'était pas forcément un crime prémédité, que c'était pas des jeunes d'un quartier sensible qui étaient venus pour tuer du blanc, pour reprendre leur terme. Et en fait, c'était comment les journalistes de plateau, comment les animateurs, Pascal Praud et compagnie, ignoraient tout ça pour dire des tas de bêtises à l'antenne et pour asseoir leur idéologie. Et en fait, ce livre, il est intéressant parce qu'il revient 1 an après, enfin plus d'1 an après, avec l'enquête judiciaire, donc qui écarte pour l'heure totalement l'hypothèse d'un crime raciste et de jeunes qui auraient prémédité leur acte. Donc on voit par exemple qu'en fait, c'est les jeunes de Romans-sur-Isère, donc qui était le quartier, étaient venus à Crépol, donc à une zone beaucoup plus rurale. Qu'ils avaient pu rentrer dans ce bal, qu'ils étaient venus pour danser, s'ils étaient armés de couteaux. Alors évidemment, ça n'excuse rien, mais c'était parce que ça leur servait notamment à couper leur résine de cannabis, et que c'était pas quelque chose de programmé pour aller venir tuer des gens, et que tout avait été déclenché par une altercation dans la salle des fêtes sur fond d'une musique de Jul, Chiquita, et c'était un jeune de Crépol qui avait tiré les cheveux d'un jeune de Romans-sur-Isère. Et notamment, et qui aurait dit à une de ses amies qu'il était là, qu'il voulait taper du bougnoul ce soir-là. Donc évidemment, c'est pas pour dire que ça excuse la violence, ce drame, enfin la gravité de tous ces actes. Mais en fait, l'enquête, elle est intéressante parce qu'elle elle décrypte pas mal l'emballement médiatique, comment des politiques comme la maire de Romans-sur-Isère en fait se foutent de la réalité des faits pour leur destin politique. Donc en fait, c'est intéressant de prendre la parole, d'avoir plateau ouvert surtout partout quoi, et en tordant les faits quoi. C'est-à-dire qu'en gros, et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que depuis la sortie de ce livre, on a la même mécanique. C'est-à-dire que là, je me suis, pour un article pour demain, je me suis tapé tous les plateaux de CNews qui refait exactement la même chose, c'est-à-dire à propos de ce livre. À propos de ce livre, ouais, qui accuse les auteurs de banaliser, de ne pas parler de racisme anti-blanc alors que selon eux il est évident, qui ment, tord les faits, diffame les auteurs, etc. Et qu'en fait vraiment c'est la démonstration parfaite de comment une chaîne qui est supposée d'information mais qui n'a rien d'une chaîne d'information ment, tord les faits, diffame pour asseoir son idéologie. Parce qu'il faut absolument pour eux que ce fait divers soit un fait de société qui montrerait que le racisme anti-blanc est rampant dans la société, quoi. Je lirai les questions que vous posez entre-temps, même si ça revient un peu en arrière. On va faire le deuxième, et c'est clair que moi, là, quand j'ai cherché pour juste illustrer l'article, les premiers trucs que t'as, c'est que des sites d'extrême droite qui dénoncent ce livre. Le deuxième choix, c'est une série, Evil, qui était disponible sur Arte. Je crois pas qu'elle soit disponible. Est-ce que tu peux nous en parler? Je ne sais pas ce que c'est. Eh ben, en fait, je suis tombé un peu par hasard et je l'ai mis parce que je l'avais vu juste avant Betaram.
J'avais pas du tout fait le lien avec Betaram, etc. Je l'ai trouvé un peu par hasard, je sais pas, en me baladant sur Arte. Donc ça raconte, c'est tiré d'un livre, La fabrique de la violence de mémoire, mais je ne sais plus de qui. Et ça montre, grosso modo, c'est un pensionnat en Suède, et ça montre la violence. En gros, c'est un enfant qui est battu par son père, qui est envoyé après avoir fait des bêtises dans un pensionnat, et qui est frappé de nouveau dans ce pensionnat. Et en fait, ça montre la construction de la violence, c'est-à-dire comment on part de la violence d'un père après la violence d'une institution, et comment lui-même, victime de violence, reproduit cette violence. Donc on voit bien la mécanique, et je trouve que c'est assez intéressant parce que dans certains enfin, je l'ai mis à la fois parce que j'ai aimé cette série, même si elle est un peu brutale et un peu douloureuse, mais aussi parce que je trouve que ça résonne vachement avec tous les témoignages qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que comment en fait on fait naître la violence chez des jeunes gens, c'est-à-dire qu'ils sont pas destinés forcément à être violents, c'est-à-dire que des conneries d'enfance, on les fait, je veux dire, on en a tous fait, on connaît tous des gens qui ont fait des conneries, et que ça va pas de soi d'envoyer ces gamins dans un établissement fermé, brutal, en espérant que ces jeunes-là soient moins violents. Et je trouve que cette mini-série démontre vraiment cette mécanique, et questionne aussi beaucoup sur, encore une fois, la place qu'on accorde à nos enfants et la considération qu'on a pour eux. Tu m'as demandé en préparant cette émission s'il y aurait des questions pièges. C'est quoi les bêtises que tu faisais enfant? La pire? Non, non mais bon, j'en ai fait. Puis on va découvrir des choses. Je reviens un peu sur les 2-3 questions qui restent avant les annonces. C'est quoi le rapport entre Macron et Hanouna? Est-ce qu'il y a des liens outre Marlène Schiappa? Alors déjà, il y a forcément un lien parce que Marlène Schiappa, elle donne quand même énormément d'audience. C'est elle qui quand même assoit la légitimité de Hanouna pendant les Gilets jaunes, puisque Marlène Schiappa va co-animer une émission à l'époque des Gilets jaunes, et puis après, beaucoup de ministres de Macron vont sur les plateaux d'Hanouna. Donc forcément que ça a été validé par l'Élysée. L'idée qu'on puisse le légitimer, c'est un peu la politique de Macron, c'est-à-dire c'est exactement comme le lien entre Bruno Roger-Petit, qui est son conseiller, et Pascal Praud. De toute façon, en fait, la porosité qu'on a avec Hanouna, Pascal Praud, CNews, c'est la porosité qu'on a avec la Macronie et l'extrême droite pour une partie. Donc il y a un fil conducteur et il y a un lien. Après, ce qui est intéressant, enfin ce qui interroge beaucoup ces derniers temps, c'est que depuis la non-reconduction par l'Arcom de la fréquence C8, donc la fermeture de la chaîne, Cyril Hanouna était en boucle, et on avait l'impression qu'il ne protégeait plus Emmanuel Macron, c'est-à-dire que il s'en prenait directement à lui dans ses émissions, il attaquait, il rendait pour responsable Emmanuel Macron et Alexis Collère, son conseiller, sur le fait d'avoir décidé la fermeture de C8. Donc c'est vrai que ça interroge, au moment où il est le plus violent contre Macron et la Macronie, on apprend dans Paris Match que il serait en couple avec la fille de Brigitte Macron. Mais je n'ai pas de réponse sur ça. Désolé du retard. Concernant les prescriptions, si une loi passe, ça pourrait s'appliquer sur des affaires passées classées sans suite, dues à la prescription ou pas? Alors je ne crois pas. Alors sur ce point-là, c'est compliqué parce qu'en plus la fin de la prescription est compliquée, mais je ne suis pas sûr que ce soit rétroactif. Après, une loi passe, c'est quand même une question ultra complexe. Je pense, en tout cas, moi, j'ai pas d'avis tranché. C'est-à-dire que, en gros, je suis évidemment estomaqué et sidéré de voir qu'autant de mis en cause puissent ne pas avoir à répondre à la justice alors qu'ils sont encore vivants, et alors que pour certains, ils ont avoué certaines violences. Et je comprends totalement le désarroi des victimes. Je pense qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond actuellement sur tout ça. Et en même temps, je sais aussi l'importance de la prescription dans une société démocratique. Donc, je vais suivre attentivement tous ces débats, s'ils existent, parce que c'est pas parce que François Bayrou a dit pour s'en sortir sur le perron qu'il allait réfléchir à la question de la prescription qu'une loi va être votée tout de suite. Donc, mais je serais curieux d'avoir les arguments et de savoir un petit peu comment ce sujet-là va avancer. Ouais, j'étais en train de chercher en même temps, je me rappelle plus, mais il y avait eu dans À l'air libre un débat là-dessus. Alors, les dernières petites questions. Alors, là
là, j'ai une question de Tom tout seul que je comprends pas trop. Mediapart a oublié une tribune sur la reconnaissance des souffrances des enfants. Est-ce que vous travaillez sur les problématiques pédophiles, souvent récupérées par les fachos, les conspirationnistes? On peut citer déjà le travail et donc le poste de Mathilde Mathieu qui, justement, depuis plusieurs mois, années, travaille sur précisément la question des violences faites aux enfants et dont différents, enfin pas seulement les grandes affaires qu'on a là, et que peut-être on réinvitera. Moi, je sais qu'elle est prévue déjà pour le festival de Mediapart pour justement raconter un peu son travail, mais peut-être on la réinvitera ici pour parler précisément de ce poste. Mais effectivement, oui, la question des violences faites aux enfants et de la pédocriminalité est traitée sur Mediapart. Alors, je lis les dernières questions. Je pense que tu as mis les conseils lecture de Karl et non de David. Ah, est-ce que j'ai dans le chat? Ouais. Ah oui, effectivement. Il y a dû y avoir un bug avec mon truc automatique, mais c'est pas très grave. Je peux vous le mettre dans le chat si vous voulez, mais je pense que ça ira. Comment vivez-vous les négations totales et les insultes de menteurs après une enquête aussi fouillée? Je sais pas si on parle de François Bayrou. Je sais pas si on parle de François Bayrou ou. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que, enfin, Mediapart, on a un peu l'habitude collectivement, mais c'est une question il y a toujours un équilibre à tenir entre on va pas parler de Mediapart, de nous, et tant pis si on est accusé de mentir, etc. On va pas répondre à tout le monde. Et en même temps, c'est vrai que parfois on est excédé parce que là, dans cette séquence, il y a quand même eu. Donc évidemment, il y a eu François Bayrou qui a menti, mais je me rappelle que Arrêt sur Image avait publié une séquence où on était traité de charognard, on était traité on était lié à LFI, c'était une façon de faire tomber Bayrou. La ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, au lieu de s'exprimer sur la gravité de cette affaire, avait dit que c'était qu'on connaissait Mediapart et que c'était des attaques dont on avait l'habitude. Et en fait, c'est vrai que ça, franchement, c'est rageant parce que à la fois nous, on est journalistes, donc les victimes, on les a rencontrées. On a passé du temps. Tion, ça fait plus d'un an qu'il les a rencontrées, les victimes, et c'est une souffrance dont elles nous font part, qu'on essaye de pas les oublier, on essaye de bien retranscrire tout ce qu'elles nous disent, et que, en plus, on constate que les révélations journalistiques, que ce soit Mediapart ou d'autres, font bouger les choses, en fait. Je veux dire, quand on parle de la presse comme un quatrième pouvoir, l'idée, normalement, dans une société saine et démocratique, on devrait remercier ce pouvoir-là. C'est-à-dire que les politiques, et Elisabeth Borne, elle devrait pouvoir dire, en fait, on n'était pas alerté, on a peut-être failli, mais on remercie le collectif des victimes, on remercie la presse de mettre au jour ces éléments-là. Et en fait, on nous discrédite, on nous décrédibilise, etc. Et je pense que pour la démocratie, c'est dangereux parce que en fait, ça devient, on vit dans une société complotiste où les journalistes, en fait, on marche dessus, on s'assoit dessus, on les insulte, ils sont forcément partisans, etc. Et moi, je suis toujours sidéré, et j'avoue sincèrement, quand j'ai entendu les éditorialistes de plateau parler de charognard, etc., c'est ce que j'avais dit quand j'avais été interrogé dessus, mais que je regrette que ces gens-là, on les appelle les journalistes, parce que les éditorialistes de plateau ne devraient pas avoir carte de presse. Ils font un métier qui doit exister, que je défendrais. L'opinion, moi je la lis dans les éditos, dans les journaux. Mais j'aurais honte à leur place, en fait. C'est des gens qui vont pas sur le terrain, qui passent leur vie à commenter tout le temps, n'importe comment, et qui se permettent de dire ça alors que généralement ils n'ont pas lu les articles, que ce soit de Mediapart ou d'ailleurs, qu'ils parlent, ils ont vu des petits récaps avant de parler sur un plateau, et c'est offensant et c'est dommage. Mais les premières victimes de tout ça, en réalité, c'est les victimes, parce que clairement les victimes, ce qu'elles attendent, c'est que ça bouge. Elles attendent pas que des gens essaient d'enterrer des choses ou de fuir leurs responsabilités. Et comment toi, en tant que journaliste, justement, quand tu vois que peut-être, par exemple, pour en revenir sur l'affaire Bayrou, Betaram, etc., qu'on passe un peu un autre sujet, qu'il est toujours en place, qu'il n'y a pas de répercussions à la hauteur de ce qu'elle pourrait être, comment tu réagis? Et est-ce que c'est fini? Et déjà, est-ce que c'est fini cette affaire, ou est-ce que justement il y a avec j'en perds mes mots, mais la commission, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux rebondissements, etc. Cette affaire, elle n'est pas finie par le simple fait qu'il y a la commission, par le simple fait que les collectifs de victimes attendent des choses, qu'il y a d'autres révélations, etc. Nous, évidemment, on travaille toujours dessus, donc rien n'est terminé. Après, nous, le propre de Mediapart, c'est pas de demander la tête de tel ou tel ministre. On n'est pas là pour dire notre but quand on publie cet article, c'est pas de faire tomber François Bayrou. En revanche, c'est de questionner et de mettre au jour, de révéler
au grand public des infos qu'on estime d'intérêt général. Après, nous, on travaille toujours dessus et on questionnera tous ces silences, on questionnera tous ces mensonges et on n'arrêtera pas, on n'arrêtera jamais. Et donc, l'idée, c'est pas qu'ils démissionnent. En revanche, tant qu'on aura des questions, tant qu'on aura des révélations, bah, on le fera. Et puis après, c'est à la société civile et aux responsables politiques, d'opposition comme de l'exécutif de s'en saisir. Ouais, bah alors là, ça sort tout de suite. On nous parle du gouvernement des juges et de la société des juges, de la même façon que sur d'autres enquêtes, on parle du tribunal médiatique. Comment toi tu réagis par rapport à ça? Mais en fait, moi je réagis, pareil, je trouve ça rageant. C'est un peu la même question sur avec les projections sur Personne n'y comprend rien, le film sur l'affaire Kadhafi-Sarkozy. Souvent sur ces dossiers-là, on parle du gouvernement des juges. En fait, le point commun de ces deux accusations, tribunal médiatique, gouvernement des juges, c'est quand le responsable politique se défausse de ses responsabilités. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours le truc de on fustige la personne qui monte la lune plutôt que d'intéresser la personne. Je sais plus si c'est ça l'expression, ou alors c'est le chien et la rage, je confonds. Mais en fait, le danger, pour moi, je pense démocratique, c'est que quand, à force de taper sur des juges, à force de taper sur la justice et de la décrédibiliser, à force de taper, de décrédibiliser des journalistes, on minimise l'impact de ces deux institutions qui sont, à mon sens, capitales pour une société démocratique. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on parle de pouvoir, c'est pas pour rien qu'on parle de séparation de pouvoir, et c'est pas pour rien que notre démocratie, elle est assise sous tous ces piliers-là. À force de dire aux citoyens que la presse c'est de la merde, que la justice c'est de la merde, qu'elle est corrompue, qu'elle est politique, en fait, il n'y a plus aucun rempart pour lutter contre les dérives, que ce soit fermer les yeux sur des violences sexuelles ou les dérives de corruption, détournement d'argent, etc. Et ça abîme notre société et on le voit tous les jours. Si je parlais tout à l'heure du livre sur Crépol, si on a une chaîne d'information qui est capable tous les jours de mentir, de tordre les faits, de dire n'importe quoi, et que ça passe, qu'il n'y ait pas de sanctions de l'Arcom et que on a des politiques, et j'en veux par exemple pour preuve la gauche, LFI, qui passe son temps sur CNews, Manon Ombriel il y a encore quelques jours, la Macronie qui passe son temps sur CNews. En fait, aujourd'hui, on accepte ce monde où le faux et le vrai se confondent et où on se fout de la vérité et où on préfère fustiger des juges ou des journalistes. Et c'est vrai pour tous les partis politiques qui passent leur temps à discréditer ces institutions. En fait, je pense que, in fine, on est tous perdants dans un monde comme ça. Et là, la question, peut-être dernière question, pensez-vous publier l'enregistrement de Hanouna au moment du premier article, un peu sur la question du feuilletonnage et de comment Mediapart travaille? C'est une question qui revient souvent. En fait, oui, c'est intéressant parce que du coup, et je comprends totalement l'idée que d'extérieur, on a l'impression qu'on feuilletonne nos informations. Il y a deux choses. D'abord, nous, on assume de feuilletonner dans le sens où on va écrire plusieurs articles, parce que parfois, par exemple, sur le papier Hanouna, on en a fait deux, un sur les finances et un sur parce que par respect pour le lecteur, il faut une information digeste, il faut être capable de je veux dire, il y a tellement d'informations que c'est ça. Mais en revanche, parfois le feuilletonnage c'est pas du tout quelque chose qu'on a pensé en amont, c'est-à-dire que si je prends l'affaire Betaram, on a dû faire une trentaine d'articles. Sincèrement, c'est les réactions de François Bayrou, c'est le mensonge de François Bayrou qui feuilletonne toute cette histoire. Plus il ment, plus on révèle, et plus on s'intéresse à une affaire, plus on a des informations, on rencontre des gens, etc., et plus on a des éléments à révéler. Sur l'enregistrement de Hanouna, la règle un peu à Mediapart, c'est que lorsqu'on a des enregistrements un peu privés, on n'a aucun problème parce que c'est d'intérêt public, donc on sait pourquoi on le révèle, mais on va pas forcément automatiquement diffuser les sonores. Là, en l'occurrence, on avait choisi de pas les diffuser, on s'était dit, on va attendre, savoir s'il y a une réaction, on va attendre de savoir si ça s'y prête. Comme il y a deux éléments qui nous ont fait dire qu'il fallait le publier. C'est le démenti de son avocat, qui a dit qu'il n'avait jamais proféré ses propos. Et c'est une partie de la presse qui les a reprises au conditionnel en disant aurait menacé Mathieu Delormeau. Et on s'est dit que c'était intéressant et important de publier ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Le dernier commentaire que je vois, c'est vos articles sont gavés longs, donc je suppose que c'est quelqu'un de Bordeaux qui dit ça. Et le saviez-vous, il y a désormais souvent des raccourcis, des résumés, des résumés des articles. Il y a aussi c'est vrai que les articles on essaie de faire plus court. en 5 minutes, les articles résumés en 5 minutes aussi en audio. Donc c'est une question qui se pose, et en même temps vous en avez pour votre argent quand une enquête est fouillée, menée, etc. C'est aussi important de bien mettre tous les éléments. Mais merci pour ce retour critique. Merci à toi d'être passé. J'annonce
Juste que donc là dans le club, on a donc Popolitique qui a fait un post Instagram qui a été mis dans le club aujourd'hui, qui est assez drôle justement sur les comment on dit, les condamnés à tort par le tribunal médiatique anonyme. Je trouve que ça rebondissait avec ce qu'on venait de dire. Abonnez-vous à Mediapart évidemment pour soutenir la presse, car comme vous le savez, nous ne vivons que grâce à nos abonnés, que grâce à vous, que nous ne touchons pas de subventions ni de l'État ni des GAFAM, que nous n'avons pas de publicité, etc. Je réannonce ce que j'avais dit la semaine dernière, le festival de Mediapart, ce sera le samedi 7 juin, donc c'est un long week-end. Si vous êtes de loin, prenez vos billets, venez, ce sera gratuit, mais prenez vos billets de train pour venir nous rencontrer à Aubervilliers le 7 juin. Abonnez-vous à Mediapart, mais aussi aux newsletters. Je vais mettre dans le chat la petite nouvelle, la newsletter antiraciste. Hop là, ça a marché super. Et je vous montre l'article, la newsletter antiraciste de Mediapart, une newsletter pour se désintoxiquer du racisme en le donnant à voir par nos enquêtes et nos reportages, en racontant les luttes et les imaginaires pour s'en libérer. Inscrivez-vous pour recevoir le 27 mars le premier numéro de cette lettre enquête. Ensuite, vous dire que demain, dans À l'air libre, il y a donc l'émission Bolloré, un monde de brut, et jeudi, une émission spéciale dont je ne peux pas parler. Vendredi, il y aura Abonnez-vous matin avec Os Politique qui était avec nous au début dans le chat de cette émission. Et lundi pro, c'est le retour de Anna qui reçoit donc Justine Brabant pour parler de l'Ukraine. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci David. Merci à toi et merci à tous. Et à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines, puisque je ne suis pas Anna. Donc à dans 2 semaines. Ciao.